Et sur la période 1921-1929, la masse monétaire américaine, elle a augmenté de 28 milliards, ce qui correspondait à 62% d'augmentation, à peu près 8% par an. Sur la même période, on a des gains de productivité hallucinants qui ont lieu. Tous les gains de productivité qui, en temps normal, auraient dû faire baisser le prix des biens de consommation pour le consommateur, ont été totalement neutralisés par l'inflation monétaire. Ça, on a une stabilité des prix pendant toutes les années 20, avec une augmentation de 60% de la masse monétaire et une explosion des gains de productivité. Les théories assez libérales qui dominaient la pensée économique de l'époque vont se retrouver battues en brèche parce qu'on va les considérer comme responsables de la catastrophe financière qui a eu lieu, alors même qu'en réalité, c'est la manipulation des prix et notamment des taux d'intérêt par le truchement de ces quatre banquiers centraux, notamment après la création de la Fédérale Réserve, qui se trouve à la racine de tout ce phénomène de dérèglement des prix, de mésallocation du capital et d'ajustement violent lorsque, quelque part, la réalité financière reprend ses droits. Tous les autres pays du monde, à part les États-Unis, l'actif de réserve, c'est des dollars. Les banques centrales et les banques commerciales de la plupart des autres pays du monde sont incitées à détenir des dollars en réserve, qu'elles vont garder dans leur coffre sans jamais vraiment les renvoyer aux États-Unis pour demander de l'or. Et ce qui permet donc à ce que les États-Unis puissent exporter leur inflation, puisque toute surcréation de dollars ne va pas créer une circulation et donc un effet cantillon à l'intérieur de leur pays, mais va venir se déposer sous forme de réserve bancaire dans les systèmes bancaires étrangers et donc servir de base monétaire pour créer du crédit à l'étranger et créer de l'inflation à l'étranger. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je dis toujours à toutes, mais quand je regarde les stats, au vu de nos auditrices féminines, il n'y en a quasiment pas. Je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Alors avant qu'on attaque et qu'on passe au thème de notre live de ce soir, je veux juste vous annoncer, si vous n'avez pas encore vu la nouvelle, que Bull Bitcoin vient d'être lancé en Argentine. Donc les Argentins peuvent utiliser la plateforme pour acheter, vendre et payer n'importe qui en Bitcoin. Et vous, en tant qu'utilisateur de Bull Bitcoin en France, vous pouvez utiliser Bitcoin pour envoyer du fiat sur des comptes bancaires en Argentine. Donc, si jamais c'est un use case qui vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Donc, le thème de ce soir, les gars, on va essayer de décortiquer un petit peu avec vous les racines du système monétaire moderne. Donc, si vous êtes ici ce soir, vous avez sûrement compris que quelque chose tournait pas rond avec notre monnaie, que ce soit l'inflation, la logique perpétuelle de la dette de l'État. Bayrou nous le rappelle assez régulièrement. Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que même les gens qui n'ont pas conscientisé qu'il y avait un problème avec notre monnaie, en fait, inconsciemment, ils l'ont conscientisé parce qu'en fait, ils essayent tous, dès qu'ils ont de la capacité d'emprunt, de s'endetter pour acheter de l'immobilier, ce qui équivaut en fait à anticiper l'inflation de la masse monétaire. Et c'est quelque chose qu'on dit beaucoup dans le monde de l'investissement. C'est en anglais, c'est cash is trash. C'est-à-dire que les fiat sont de la poubelle. Et alors, souvent, les gens nous disent tout ça remonte à 1971, Richard Nixon, la suspension de la convertibilité du dollar à l'or. Mais il y a plus de subtilité. Et Théo et Ulrich vont nous en dire plus ce soir. C'est un très bon point d'entrée. Et effectivement, on est dans une situation de surendettement. Comme tu l'as dit, c'est pas nouveau pour qui que ce soit. Et ces situations, déjà, ne sont pas nouvelles comme dans l'histoire. Elles arrivent de manière assez récurrente. Et elles appellent toujours à une réponse politique. Donc, et en fonction de cette réponse politique, ça va avoir beaucoup d'influence sur la restructuration de l'ordre social, des droits de propriété, et donc de la distribution du pouvoir, de la richesse dans nos sociétés. Donc c'est assez intéressant, en tout cas moi je l'ai trouvé à travers ce que j'ai pu étudier, de s'attarder sur ces phénomènes passés pour essayer de mieux comprendre comment est-ce que, à quelle sauce on peut être mangé dans le futur, tout simplement. Et après, je pense qu'aussi, en tant que bitcoiner, il y a quand même un objectif assez intéressant dans le fait d'arriver à comprendre, on va dire, les bonnes pratiques financières et de s'attarder sur les grandes erreurs financières de l'histoire. Parce que si on a la volonté finalement d'essayer de guérir notre système monétaire et de recréer une base sur laquelle va forcément s'adosser un système financier, parce que c'est pas parce qu'on finit dans un monde en hyper-bitcoinisation qu'il y aura plus de finance. De toute manière, c'est absolument essentiel pour qu'une société de production moderne comme la nôtre puisse exister. C'est plutôt important finalement d'être capable de comprendre ce qui marche pas, et d'éviter les écueils du passé. Je pense qu'on voit bien, par exemple, ne serait-ce qu'à l'échelle de la DeFi, les gens qui ont une meilleure compréhension de la finance, même plus que de la technique, sont ceux qui sont capables de créer des systèmes résilients qui servent à peu près à quelque chose, et les autres nous font du Luna, quoi. Et donc, le point de départ que j'ai pris dans ce plan-là, c'est donc la période de la Belle Époque. Donc, finalement, la période qui s'étend de la fin de la guerre franco-prussienne en 1870-1871
jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. C'est une époque que de nombreux bitcoiners ont été amenés à connaître, notamment à travers des ouvrages comme le Bitcoin Standard, et notamment parce qu'elle est prise comme point de référence à la fois par des économistes autrichiens, des économistes libéraux en général, et par certains bitcoiners pour expliquer finalement qu'une monnaie dure, ça peut marcher, et les vertus que ça peut avoir. Tout simplement parce qu'à l'époque, donc, faut voir que déjà, donc, un petit peu avant, la plupart des pays d'Europe utilisent l'or comme monnaie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de monnaie étatique, ça veut juste dire que les monnaies étatiques, les monnaies fiduciaires, entre guillemets, sont échangeables contre un poids en or, qui ne va pas forcément rester fixe sur le long terme dans l'histoire, parce que ces gouvernements-là peuvent être amenés à dévaluer, mais qui en tout cas, l'or sert de monnaie de réserve, pardon. Donc, d'un point de vue pratique, ça veut dire que si vous avez un billet de francs, vous pouvez très bien en fait l'échanger auprès d'une banque italienne contre son équivalent de poids en or, parce que la lire est elle-même échangeable en or, que le thaler, donc dans l'Empire d'Autriche-Hongrie, est également échangeable en or, etc. etc. Et en fait, après la guerre franco-prussienne, les Prussiens, donc les Allemands, demandent que les réparations de guerre soient payées par la France en or, ce qui leur permet de sortir du standard argent sur lequel ils étaient à l'époque pour aller sur un standard or. Après la guerre de sécession aux États-Unis, donc dans les années 1860, les Américains font la même opération. Ils avaient une monnaie argent avant et passent sur un standard or. Et alors, tu me corrigeras si je dis une bêtise là, Ulrich. Il me semble que le Mexique, pas longtemps après, fait la même chose. Et donc, on se retrouve finalement avec beaucoup des plus grandes puissances de l'époque qui fonctionnent sur un standard or. Et ça, sans qu'aucune conférence n'ait eu lieu pour que ces gens-là se coordonnent, sans qu'il y ait eu, comme ça a pu être le cas par la suite, et on reviendra sur ces épisodes, une sorte de sommet international de G20 de l'époque où on dit voilà quelles vont être les règles du système. C'est vraiment l'intérêt propre de chacun de ces pays et l'intérêt on va dire des agents privés dans leur économie qui fait converger tous ces gens-là vers ce système émergent et qui finalement est resté tel quel pendant 45 ans quasiment, jusqu'à ce que à la fin de 1914, donc à l'hiver 1914, la plupart des pays belligérants qui étaient impliqués dans la Première Guerre mondiale suspendent la convertibilité or. Donc, vous avez par exemple au Royaume-Uni des bons qui sont émis par la Banque d'Angleterre pour financer l'effort de guerre, et il n'y a pas assez de souscription. Donc, finalement, la Banque d'Angleterre va se financer la différence, comme disent parfois nos collègues anglo-saxons, print the difference, à travers de l'impression monétaire. Évidemment, si vous commencez à augmenter la masse monétaire alors qu'elle est gagée par un stock d'or fini, vous allez vite vous retrouver avec un run sur les réserves d'or du pays. Et donc, pour satisfaire cette politique inflationniste, il faut suspendre la convertibilité. Comme d'habitude avec les mesures gouvernementales, on vous dit au début que c'est quelque chose qui va être temporaire et qui finit par devenir la nouvelle normale, qui finit par être permanent. À la fin de la guerre, en 1918, ça va avoir beaucoup de conséquences économiques qui vont expliquer beaucoup des raisons en fait, de la Seconde Guerre mondiale par la suite. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup des analystes de l'époque ou même des hommes politiques qui étaient impliqués dans cette période parlent en général de la Grande Guerre, c'était le cas de De Gaulle, pour désigner à la fois la guerre de 14-18 et la guerre de 39-45, parce que pour eux, il y a une continuité logique et historique entre ces deux phénomènes. Notamment, si on regarde avec un petit peu plus de détails, notamment ce qui se passe en Europe, en 1818, vous avez en Allemagne, donc l'Allemagne, qui était un empire, devient une république après l'armistice, et l'empire d'Autriche-Hongrie, les deux puissances sont frappées par l'hyperinflation, et notamment beaucoup de faillites bancaires en Autriche puis en Allemagne. Et à ce moment-là, du coup, donc, il n'y a aucune chance de rétablir la convertibilité. En Allemagne, on avait parlé d'ailleurs durant l'épisode sur la République de Weimar aussi avec Ulrich, c'est aussi en grande partie lié au fait que la Nouvelle République instaure des politiques sociales, on va dire, assez semblables à celles qu'on pourrait avoir aujourd'hui dans nos États-providence modernes, ce qui ne fait qu'augmenter les déficits publics, et que par ailleurs, les réparations qui sont infligées sur les pays perdants vont d'autant plus gréver leurs comptes publics et leur productivité, donc ce qui aggrave encore plus le problème.
pour culminer jusqu'à une situation où finalement l'Allemagne, dès le début des années 20, décide de ne plus payer les réparations, parce qu'elle trouve que c'est une politique injuste finalement qui ne fait que la pénaliser alors que c'est déjà le bordel. Et ce qui va amener la France à occuper la Ruhr, donc la région de l'autre côté du Rhin, qui est une des régions les plus riches en ressources en Allemagne et qui était un des poumons industriels de l'Allemagne à l'époque, pour se servir en nature, c'est-à-dire que l'armée française finalement va récupérer de l'acier, du charbon et du minerai, etc. et dire puisque vous ne nous payez pas en or, finalement on va se payer en nature. Et donc c'est ça qui va accélérer le problème, mener à l'hyperinflation allemande dont on avait déjà parlé, et qui elle-même finalement est assez liée à tous les tumultes politiques qui peuvent avoir lieu en Allemagne dans les années 20, même si c'est vraiment la crise de 29 à laquelle on va arriver, qui mènera le parti nazi au pouvoir au début, j'ai un trou, fin 1932. 1933. Tu veux ajouter quelque chose, peut-être? Il y a tellement de choses que tu as dit, on pourrait, je pense, passer tellement de temps à parler de la belle époque, la Première Guerre mondiale et des années 20. Juste une chose là, que tu viens de dire qui est, je pense, qui est assez intéressante aussi pour comprendre comment le cycle hyperinflationniste allemand il s'est lancé en 1922-1923. C'est quand justement tu as eu les soldats français qui ont occupé la Ruhr, on a eu le gouvernement de la République de Weimar en Allemagne qui a incité justement les ouvriers à rester chez eux, c'est-à-dire à ne pas aller travailler. Et là, c'est à partir de ce moment-là où la République a imprimé en masse justement des Deutschmark pour payer tous ces ouvriers à glander en fait. Et tu peux faire une lecture comme ça justement de l'hyperinflation allemande avec cette première politique sociale à inciter les gens à rester chez eux pour ne pas travailler, pour justement faire chier les Français qui venaient d'occuper une partie de l'Allemagne. Et c'est aussi comme ça qu'on peut lire aussi le fait que l'Allemagne, enfin l'une peut-être même des volontés de l'Allemagne à l'époque, ça a été de faire sauter elle-même sa propre monnaie en enclenchant justement ce cycle inflationniste pour justement ne pas payer les réparations de guerre. Parce que comme tu dis, en effet, les réparations de guerre sont demandées en or, en marque or, et du coup, ça a empêché totalement l'Allemagne de revenir à un standard or. Et d'ailleurs, alors je ne sais pas si tu voulais en parler ou pas, mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu vas avoir 1914, quand tu vas avoir justement tous ces pays occidentaux qui vont quitter l'étalon or pour financer la guerre, il y en a certains qui, après-guerre, vont tenter de revenir à la parité d'avant-guerre justement de leur monnaie avec l'or. Et ça a été vraiment artistique quand tu vois ce qu'a fait l'Angleterre. Et justement, tu vas en parler, je pense, parce que si tu parles de 29, tu vas forcément parler de la tentative des Américains de sauver la livre sterling, entre autres. C'est assez intéressant. Juste pour donner un exemple, l'Angleterre, si je ne dis pas de bêtises, dans les années 20, entre 14 et les années 20, je crois qu'ils ont tenté de revenir à l'étalon or en 1924 ou 1925, je ne sais plus. Sauf qu'entre-temps, la masse monétaire a été multipliée par 3 et ils ont tenté de revenir à la parité d'avant-guerre. Donc forcément, ça crée les problèmes qu'on peut imaginer, quoi. Ouais, c'est exactement là que je voulais en venir. Donc effectivement, il faut s'imaginer que déjà, donc à l'époque de la Première Guerre mondiale et encore au sortir de la Première Guerre mondiale, même si les États-Unis deviennent à ce moment-là, on va dire presque la première puissance industrielle au monde, c'est toujours l'Empire britannique qui est considéré comme la puissance hégémonique mondiale, et surtout c'est la livre sterling qui est monnaie de réserve mondiale. Donc il y a une sorte de fierté qui est tirée par les Britanniques de cette institution, et pour eux c'est inenvisageable, en tout cas pour les politiciens de l'époque, de ne pas revenir à la parité d'avant-guerre, parce que fondamentalement ça reviendrait à dire à la population en fait on s'est foutu de vous, c'est vous qui avez financé la guerre et vous avez perdu. Ulrich disait que la masse monétaire avait triplé, donc on est obligé de diviser la parité par 3, donc vous avez perdu 66% de votre épargne pour financer la guerre. Désolé les gars, merci, au revoir. Et donc, effectivement, différents gouvernements vont essayer d'y revenir. Et en fait, vous avez deux choix. Et je pense qu'il y a un contraste intéressant avec les Français, par exemple, qui, eux, ont rapidement abandonné cette idée. Donc, en France, notamment à l'époque des gouvernements Poincaré, donc à partir de 1924, il y a donc une tentative de retourner à la convertibilité or, mais avec des dévaluations progressives et des dévaluations assez violentes. Il y en a beaucoup qui vont succéder et certaines de 20% d'un coup. Et finalement, donc, du coup, on assume d'une certaine manière que c'est l'épargne privée qui va soutenir les dépenses qui ont déjà été engagées, l'inflation qui a été créée.
de manière à pouvoir restaurer un certain dynamisme, une certaine attractivité des capitaux, de ne pas complètement gréver les comptes publics, de permettre l'investissement et l'emploi. Donc c'est un choix politique, c'est pour ça que je disais ça en introduction. Là où au Royaume-Uni, en essayant de revenir à la parité d'avant-guerre, donc très bien, ils préservent, on va dire, l'épargne privée, mais ça se traduit par une montée dingue du chômage et une perte de productivité énorme. Donc il faut s'imaginer que plus personne veut investir au Royaume-Uni parce qu'en fait les prix sont trop élevés pour qu'ils puissent être compétitifs, vu qu'ils refusent la dévaluation. Et du coup, vu qu'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de création d'emplois. Et à l'époque, ils arrivent à un taux de chômage à la fin des années 20 qui va dépasser les 10%, ce qui, pour l'époque, est quelque chose d'inédit et de quasiment impensable même, tout en considérant d'ailleurs que la manière dont on compte le chômage n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui. Donc, vous pouvez quasiment même doubler ce chiffre si vous voulez avoir une idée de ce que ça représenterait aujourd'hui dans une économie moderne comme les nôtres. Et du coup, toute cette période des années 20 est une période où il y a énormément d'ajustements violents qui se font. Parce que si vous avez d'un côté les monnaies allemandes et autrichiennes qui s'effondrent, la monnaie française qui se dévalue petit à petit, et la monnaie britannique, donc qui sert en plus de monnaie de réserve mondiale, qui, elle, reste, en tout cas tente de rester à la parité de l'époque. Ce qui se passe en Grande-Bretagne, c'est qu'en plus, l'or quitte le pays, parce que du coup, finalement, ils sont plus capables d'attirer des capitaux, et c'est les capitaux qui partent du pays. Et ça se traduit à l'époque, vu qu'on a une convertibilité or qui tente d'être rétablie par de la fuite d'or. En Allemagne, il n'y a plus d'or pour baquer la monnaie, donc on en avait parlé dans l'épisode de Weimar, ils tentent des trucs un peu artistiques pour essayer de rétablir une confiance dans leur monnaie. Et en France, on attire justement beaucoup d'or parce que le fait d'avoir dévalué nous redonne de la productivité, nous redonne de la compétitivité, et donc attire les capitaux, et donc crée en plus une situation qui quelque part, dessert les desseins de la Grande-Bretagne, et on est perçu d'ailleurs comme comme finalement presque des parias, parce que on crée un désordre dans le système. C'est-à-dire que les Britanniques, au lieu de vouloir reconnaître que, par exemple, tous les désordres en Allemagne sont quand même liés aussi à l'inflation monétaire, et ceux chez eux également, et alors manque de courage politique à ne pas vouloir assumer l'inflation qui a été faite et donc revenir à une parité inférieure, finalement accusent les Français en disant « mais c'est vous qui faites du dumping ». Donc c'est un discours que vous entendez encore aujourd'hui, quand les gens dévaluent leur monnaie, que des politiciens viennent et expliquent à leur population que c'est pour ça qu'ils sont devenus pauvres. Et du coup, aux États-Unis, on a également cette situation dans laquelle, après une récession assez courte qui a lieu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1919-1920, et qui va finalement être résorbée assez rapidement, sans trop d'interventionnisme, on a un boom économique assez gigantesque, qu'on appelle habituellement les années folles, les Roaring Twenties, qui est, à mon sens, lié à deux effets. Et pas qu'à mon sens, beaucoup d'analystes financiers l'observent comme ça aussi. D'une part, énormément d'inventions qui fleurissent à cette époque-là, que ce soit la radio, la maturation des chemins de fer, l'invention de la chimie moderne, les voyages transatlantiques, le début de l'aviation, et j'en passe. Et également le fait que la Federal Reserve, qui a récemment été créée en 1913 et qui est dirigée par un gars qui s'appelle Benjamin Strong, va mener une politique de taux bas, justement à la demande de Montagu Norman, le directeur de la Banque d'Angleterre, pour essayer d'empêcher la fuite d'or depuis la Grande-Bretagne vers les États-Unis. Et cette raison-là, c'est un mécanisme important à comprendre, c'est-à-dire que si vous avez une économie qui est très dynamique, comme le sont les États-Unis à l'époque, aussi parce qu'ils ont construit une base industrielle très forte et qu'ils ont subi moins de pertes matérielles et humaines que les autres belligérants, vous allez normalement avoir des taux d'intérêt sur le marché qui vont se fixer à peu près à votre taux de croissance à long terme. C'est une des bases de la macroéconomie qu'on doit à Wicksell, et qui d'ailleurs est un point de départ de beaucoup des raisonnements des Autrichiens. Et donc, mettons que vous ayez 7% de croissance réelle à long terme sur la décennie, normalement, les taux d'intérêt devraient être à 7%. Et si les taux d'intérêt sont à 7% aux États-Unis et qu'ils sont à 4% en Grande-Bretagne, les investisseurs vont plutôt aller investir aux États-Unis parce qu'ils ont un rendement sans risque entre guillemets bien sûr, mais ils ont un rendement qui sera meilleur aux États-Unis, que ce soit en investissant avec du risque dans le marché privé ou que ce soit en achetant des dettes gouvernementales.
donc sur le marché public. Et Benjamin Strong, ce qu'il va faire, du coup, lui, c'est maintenir les taux d'intérêt beaucoup plus bas, plutôt à 3-4% sur l'ensemble de la période. Et ça incite, du coup, au surendettement et en tout cas à l'endettement spéculatif. Parce que en tant qu'investisseur, si vous pouvez emprunter à 3 et placer à 7, voire à 10, 12, si vous prenez un peu plus de risques par-dessus, finalement, vous avez intérêt à prendre le plus de leviers possible pour essayer d'investir votre argent et battre l'inflation. Et donc, c'est une des raisons qui va développer à la fin des années 20 une bulle spéculative, donc à la fois sur la base d'une croissance réelle qui est pas du tout inexistante. Vous avez quand même énormément, vous avez le développement du Fordisme, vous avez le développement de beaucoup des champions industriels qu'on connaît encore aujourd'hui, qui se créent dans ces années-là et qui délivrent un taux de croissance assez phénoménal. Mais en plus de ça, vous avez quelque part un dopage des rendements financiers qui sont faits par-dessus ces rendements réels, avec une utilisation particulièrement débridée du levier financier, dans une époque où, à Wall Street, il y a de plus en plus de maisons de courtage qui se créent, de plus en plus d'innovations financières qui vont être faites pour accompagner le mouvement, notamment une en particulier que sont les trusts, donc qui vont être des véhicules finalement d'investissement qui vont permettre de collecter de l'épargne privée pour pouvoir l'investir et la ventiler à travers différentes opportunités d'investissement, notamment sur le marché d'actions, avec des portefeuilles qui vont détenir les principales valeurs du Dow Jones et être structurés donc, sous des formes qui vont être avantages d'un point de vue fiscal, qui vont tirer profit de leur capacité à pouvoir emprunter très fort auprès de banques et de maisons de courtage. Ces trusts ne sont pas sans rappeler d'ailleurs les Bitcoin Treasury Companies dont on avait parlé dans un autre live, notamment parce que finalement, ils utilisent du crédit pas cher pour investir dans des produits qui existent déjà et qui ont une rentabilité supérieure, et parce que ils vont finalement devenir très très plébiscités et donner lieu à des phénomènes sociaux de bulles financières où les gens perdent un peu pied et se disent voilà, c'est une nouvelle innovation financière, c'est la nouvelle normale, tout ça peut durer infiniment, il peut y avoir une augmentation de la richesse financière sans précédent. Et ça se voit d'ailleurs dans les chiffres quand vous regardez l'évolution du nombre de trusts, notamment à la fin de ce bull market-là, donc en 1928 et 1929. Rien qu'en 1929, il y a 3 milliards de dollars qui vont être levés pour les quelques, alors je ne sais plus combien de centaines de milliers de trusts avaient été créés, j'ai plus le chiffre en tête, mais 3 milliards de dollars pour l'époque, c'est une fortune absolument colossale. Et je ne sais pas combien ça représenterait en pouvoir d'achat réel, mais c'est plusieurs centaines de milliards de dollars, voire peut-être même trillions de dollars. Vous avez du coup cette euphorie complète qui a lieu, pas que sur le marché d'actions d'ailleurs, même si c'est particulièrement là qu'elle se manifeste. Vous avez déjà par exemple une crise immobilière assez fantastique qui se développe aussi, notamment à peu près dans les mêmes endroits qu'elle aura lieu en 2008, notamment avec la Floride, où il y a tellement de cupidité à la fin de l'année 28 et en 1929 que de nombreux investisseurs vont investir dans des terres qui sont à 50, 100 fois la valeur qu'elles avaient, le prix 8 ou 9 ans auparavant, et qui en fait s'avèrent être des marécages, donc près des Everglades, au nord de la Floride ou dans ces endroits-là, qui sont absolument pas constructibles, etc. Mais ils sont tellement pressés de prendre le train en marche qu'il n'y a plus du tout de discernement, plus personne n'observe, entre guillemets, la rentabilité des entreprises, leur solvabilité, la durabilité de la bulle, la qualité des biens d'investissement dans lesquels on investit. Et notamment, ce phénomène à la racine, qui est vraiment important, c'est cette déconnexion entre le taux d'intérêt et la rentabilité réelle du capital, et qui est le point de départ de la théorie autrichienne des cycles, notamment parce que finalement, ce que vous êtes en train de faire quand vous faites ça, c'est que vous dites le marché en fait renvoie le signal qu'il y a une infinité de capital qui en plus ne va pas être investi dans le fait de ce que les Autrichiens appellent faire des détours de production, c'est-à-dire créer plus de facteurs de productivité réels à travers une division du travail, à travers de la formation de capital réel qui va permettre de pouvoir augmenter les gains en productivité, donc de justifier une valeur accrue des actifs financiers. À l'inverse, vous avez la valeur des actifs financiers qui monte sous l'effet de l'inflation, mais la productivité réelle qui ne suit pas parce qu'il n'y a pas l'investissement réel qui permet de faire en sorte que les deux évoluent en connexion l'une avec l'autre. Le problème que vous avez alors, c'est que lorsque finalement la bulle atteint son sommet et ensuite se retourne, vous avez des appels de marge, les gens sont obligés de vendre leur portefeuille d'actions, ça crée des liquidations en chaîne, ça crée des faillites d'institutions de crédit, de banques d'investissement
et de banques commerciales. Et vous avez une baisse des prix des actifs, un réajustement des prix à la baisse, donc des prix des salaires, des prix des actifs, des machines, des parts d'entreprise, des terrains, etc., qui va durer pendant assez longtemps, donc essentiellement de 1929 à 1932. Une explosion du chômage qui va augmenter jusqu'à 25% aux États-Unis. Un tiers des banques du pays qui vont faire faillite, une destruction d'une grande partie de la masse monétaire, donc, qui avait essentiellement été créée sous forme de crédit spéculatif à l'époque, et donc une sorte de catastrophe sociale qui va intervenir dans les années 30, une réorientation du capital à l'échelle mondiale qui va être très préjudiciable, donc aussi en Europe, avec notamment un chômage de masse qui va quelque part accélérer et faciliter la montée du fascisme en Italie et en Allemagne. Et donc, vous avez aussi un changement complet on va dire, de doctrine économique qui s'opère sur le dos de tout ça, parce que le laisser-faire manchestérien de l'époque, c'est-à-dire, on va dire, des théories assez libérales qui dominaient la pensée économique de l'époque, vont se retrouver battus en brèche parce qu'on va les considérer comme responsables de la catastrophe financière qui a eu lieu, alors même qu'en réalité, c'est la manipulation des prix et notamment des taux d'intérêt par le truchement de ces 4 banquiers centraux, donc Émile Moro en France, Chart en Allemagne, Montagu Norman en Angleterre et Benjamin Strong aux États-Unis, notamment après la création de la Federal Reserve, qui se trouve à la racine de tout ce phénomène de dérèglement des prix, de mésallocation du capital et d'ajustement violent lorsque, quelque part, la réalité financière reprend ses droits. Et ça va avoir pas mal de... Vas-y, pardon. C'est toute la différence d'ailleurs entre les Keynésiens et les Autrichiens. En fait, c'est à partir de quand commence la crise. C'est-à-dire que là, tout ce que tu décris en fait depuis les années 20, depuis le début des années 20, c'est justement le début de la crise. Donc c'est ce que les Autrichiens vont appeler le mal investissement. En fait, c'est justement ces taux d'intérêt qui envoient un mauvais signal aux entrepreneurs qu'il est une abondance d'épargne, donc une promesse de consommation présente qui sera lancée en fait directement sur le marché, et ça va inciter justement les entrepreneurs à emprunter du capital monétaire en pensant à tort qu'il y a du capital, du vrai capital rare qui est disponible, ce qui n'est absolument pas le cas. Et c'est ça où la crise a véritablement commencé. Alors que par exemple, là, tu vas en parler après, mais les Keynésiens, eux, à partir du moment où la récession arrive, ce qui est là d'ailleurs la fin de la crise pour les Autrichiens, les Keynésiens vont penser que eux, justement, c'est le début de la crise. Et juste une petite chose, ça, tu parlais des économistes autrichiens, je sais que Rothbard a beaucoup écrit, lui d'ailleurs, sur la grande récession de 29. Il a fait tout un bouquin qui s'appelle America's Great Depression, qui est assez sympa, parce que lui, justement, il reprend toutes les années 20, il va reprendre toute la politique monétaire de la Fed. Et au tout début, d'ailleurs, toi, tu parlais de ce qu'on appelle la récession oubliée de 1919-1921, qui est en fait une récession qui a eu lieu à la fin de la Première Guerre mondiale, quand on a eu le retour au pays des soldats américains, donc à peu près, je crois, c'était 300 ou 400 000 bonhommes, et du coup, une réorientation du marché, de l'économie américaine qui était assez tournée vers l'armement, qui va tout simplement se réorienter vers le marché civil. Et lors de cette récession qui a duré quelques mois, la Fed n'est absolument pas intervenue. Donc ça, c'est important parce que du coup, quand tu vas prendre la récession de 1929, dont tu as commencé à parler, là, on va commencer à avoir justement une intervention de la Fed, une intervention du pouvoir américain pour essayer justement d'enrayer la récession. Alors que quand la Fed n'a pas essayé justement de rééquilibrer le marché en 1919, la récession s'est résorbée très très rapidement. Et Rothbard, si je dis pas de bêtises... Ouais, vas-y. Excuse-moi, je crois aussi que Taft, qui était au pouvoir à l'époque, était assez malade et que c'était un peu caché au public, et donc finalement, il faisait pas grand-chose, quoi. Ouais, Taft, je crois, c'est possible, ouais. Mais une chose aussi, c'est, je crois que Rothbard, il en parle bien dans son bouquin, justement, et t'en parlais très bien, c'est sur la décennie des années folles, donc les Roaring Twenties. Il y a eu, alors attends que je revérifie, ce que j'ai ressorti le chiffre tout à l'heure. Et sur la période 1921-1929, juste pour que les gens comprennent, on a la masse monétaire américaine, elle a augmenté de 28 milliards. Alors c'est vrai que 28 milliards aujourd'hui de dollars américains, ça nous fait rire, parce que quand on voit qu'on est à 33 000 milliards de dettes américaines, c'est encore pire. Donc 28 milliards sur à peu près 8 ans, ce qui correspondait à 62% d'augmentation de la masse monétaire, donc à peu près 8% par an. Et ce qui est assez intéressant, et Théo en parlait, c'est que sur la même période, on a des gains de productivité hallucinants qui ont lieu. Donc justement, tous les gains de productivité qui, en temps normal,
aurait dû faire baisser le prix des biens de consommation pour le consommateur, bah, tout simplement, ces gains de productivité ont été totalement neutralisés par l'inflation monétaire. Donc on a une stabilité des prix, c'est ça, c'est intéressant, on a une stabilité des prix pendant toutes les années 20, avec une augmentation de 60% de la masse monétaire et une explosion des gains de productivité. Et toute cette masse monétaire, bah, comme Théo l'a dit, hein, ça va se diriger en grande partie sur les marchés actions, sur la spéculation qui va péter ensuite à la fin des années 20. Mais voilà, c'est juste que ce que je voulais rajouter, c'est que... Et d'ailleurs, c'est aussi à cette période-là, fin des années 20, où tu vas avoir Ludwig von Mises et Friedrich Hayek, hein, qui vont commencer à théoriser justement la théorie des cycles autrichiens. Donc justement, ce dont on parlait Théo, tout à l'heure, hein, la manipulation des taux d'intérêt par la Banque centrale, qui vont envoyer des mauvais signaux aux entrepreneurs en justement leur signalant que par des intérêts bas, on a une abondance de capitaux, alors que c'est absolument pas le cas. Et ça va inciter les entrepreneurs à investir là où justement là où c'est pas forcément le plus intéressant, et beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises zombies qui vont par contre bien rentrer en compétition pour des biens qui sont rares, et quand le marché se réajuste, bah, ça fait mal. Et quand ça fait mal, cette récession, bah, je vais te laisser continuer, mais cette récession, c'est justement la fin de la crise. Donc c'est la réallocation en fait, tout simplement du capital. Alors, Parmi d'autres. je vais juste Vas-y. rajouter deux, trois trucs par rapport à ce que tu disais. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que donc, tu mentionnais le livre de Rothbard. Il y a également un autre livre qui est, alors lui est encore plus cité et mentionné pour De parler de cette Friedman. époque, celui de Friedman, où en fait, lui, il impute à la Réserve fédérale et à son immobilisme le fait que la crise ait duré aussi longtemps. Parce que, comme on disait, vu qu'il y a un tiers des banques du pays qui ont fait faillite et qu'il y a eu une grande destruction de la masse monétaire, finalement, ce que Friedman dit, c'est si les autorités monétaires étaient intervenues et qu'elles avaient relancé par la stimulation, par le crédit, l'économie, ce serait reparti plus tôt. Donc, c'est la faute de la Fed. Et donc, la plupart des banquiers centraux et des macroéconomistes qui, en fait, vont dominer ces milieux-là à notre époque, à nous, sont des gens qui, à l'école, ont étudié cette période et qui sont devenus des spécialistes de cette période à travers la thèse de Friedman, notamment Ben Bernanke, qui était président de la Fed au moment où a éclaté la crise de 2008. Et du coup, ils ne peuvent voir ces phénomènes que par ce prisme-là. C'est-à-dire que au lieu de se dire non, c'est l'interventionnisme préalable des autorités monétaires, en l'occurrence de la Fed, qui lui-même cause la bulle et qui, du coup, quelque part, rend nécessaire la déflation par la dette et le réajustement des prix, ils prennent le phénomène à mi-chemin et ils disent non, non, la bulle est arrivée et le manque d'intervention de l'autorité monétaire a fait qu'elle a duré trop longtemps. Et Ah oui, et également par rapport à ce que tu disais sur la théorie des cycles autrichiens qui a été théorisée à l'époque, si je ne dis pas de bêtises, je crois que Prix et Production, qui est probablement le premier livre où tout ça est expliqué de manière méthodique et détaillée, il est publié, il me semble, en 1932, quand Hayek est à... Ouais, je crois même que j'aurais dit 1928, mais je suis même pas sûr. Attends, je regarde, mais 31. certainement. 31, d'accord, ok. 31. Donc, c'est quand même, moi, je trouve ça assez couillu. Alors que tu as une baisse du marché action de 80% et que quelque part, tout le monde crie sur les économistes libéraux en disant c'est de votre faute. D'avoir l'honnêteté, entre guillemets, intellectuelle, de ne pas se ranger là où l'opinion est populaire et de théoriser que finalement, non, c'est l'interventionnisme qui est responsable de ces phénomènes-là. C'est juste une petite parenthèse. Et peut-être une dernière anecdote, il y a un épisode qui est assez intéressant aussi. Donc à la fin, je crois que c'est en 1929 ou fin 1928, je ne suis plus sûr exactement, les journalistes vont demander à Andrew Mellon, qui est une des plus grandes fortunes du pays à l'époque, donc qui a fondé la banque qui est encore connue aujourd'hui, qui s'appelle BNY Mellon, et qui fut secrétaire du Trésor dans les années 20, préalablement, durant le bull market, donc vraiment quand on est à la grande période d'euphorie du bull market américain. Donc lui, il vend toutes ses actions et il retire tout du marché parce qu'il se dit bon, les gens sont complètement fous, ça ne durera jamais. Et on lui demande qu'est-ce qu'il faut faire. Et il répond liquider tout, liquider le capital, liquider le travail, liquider les investissements, liquider les crédits. Et donc c'est intéressant de voir qu'un praticien quelque part de l'investissement, de la finance
et quelqu'un qui, à l'époque, a été aussi un homme politique au pouvoir assez récemment, ne va pas préconiser une relance, etc. Il va dire non, non, l'ajustement est nécessaire, de toute façon, on ne peut pas faire autrement, parce que là, on est vraiment parti trop loin. Est-ce que peut-être tu veux expliquer la suite avec l'arrivée de Roosevelt au pouvoir? Ouais, oui, bah, de toute façon, c'est vrai que Roosevelt, il arrive au pouvoir en 1933 et lui, justement, là, quand il arrive au pouvoir, il va avoir toute une panoplie de propositions politique d'intervention, en fait, pour justement essayer de résorber la crise, ce qu'on va appeler le New Deal, hein. Donc, le New Deal, c'est un ensemble de décrets exécutifs, de lois. Il y en a plusieurs dizaines qui sont mises en application dès les premières semaines, voire les premiers mois du mandat de Roosevelt, hein. C'est comme ce qu'on a eu d'ailleurs récemment avec l'élection de Donald Trump. Lors des premiers jours de la présidence américaine de Donald Trump, on le voyait signer des executive orders, donc des décrets, les uns après les autres. Il faut s'imaginer qu'en 1933, avec le New Deal, Roosevelt, il fait exactement la même chose, hein. Il y a une ribambelle de lois, de décrets qui sont passés très très rapidement, dont un qui est très connu des bitcoiners, c'est l'executive order 6102, dont on avait parlé d'ailleurs ensemble lors d'un live. Justement, c'est Executive Order 6102 qui interdisait aux Américains de détenir de l'or chez eux et qui les obligeait justement à le vendre au gouvernement fédéral, suivant la parité qui était en cours à l'époque, hein. Je crois qu'on était sur... je n'ai même pas trop envie de dire de bêtises, hein, mais On bon, était à il y a eu 20, on était à Ouais, 20,67 $, et ouais, ça a été dévalué de 20,67 $. 66% à 35 $ l'once. C'est ça, exactement. Ouais, donc un rachat à 20 $ après une dévaluation à 35. Donc justement, ça, c'était une des mesures parmi tant d'autres qui ont été mises en place pendant toute sa présidence. Et le but, bah, c'était tout simplement de faire la relance, hein. C'était l'interventionnisme politique, hein, pour justement relancer le pays avec toute la bonne panoplie des idées keynésiennes, hein. C'est le plein emploi, l'investissement, la relance keynésienne, la dépense publique pour justement relancer tout le, tout le pays. Alors bien entendu, ça n'a absolument pas marché et on va dire que même la crise s'est prolongée jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein. En général, la crise de 29, on dit très souvent en histoire qu'elle termine véritablement en 1945, ce qui est assez vrai. Il a fait une guerre mondiale, hein, pour justement la surmonter. Mais c'est cette volonté du politique qui est lui-même à la cause, hein, de la récession, justement via l'impression monétaire dont je parlais tout à l'heure, via l'augmentation de plus de 62% de la masse monétaire entre 1921 et 1929. Et bah, ce même politique, hein, il va se penser assez malin pour résoudre le problème dont il est lui-même la cause. Et bah, dans les années de 1929 jusqu'à 1945, on va dire au moins le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, et ben c'est que des politiques interventionnistes. Et le New Deal, ce qui est intéressant avec le New Deal, c'est qu'il est souvent présenté comme... et d'ailleurs, Roosevelt, hein, euh, le personnage Roosevelt, c'est souvent quelqu'un qui est présenté comme étant un bon président américain. Donc c'est celui qui a pris à bras le corps justement le problème de la récession américaine, qui a fait tout son possible justement pour essayer de résoudre le problème. C'est en plus le président qui est parti en guerre contre l'Empire du Japon et l'Allemagne nazie, et il est mort justement à la fin de la guerre. Donc il a un peu c'est une figure en fait qui est un peu édulcorée, alors que quand on creuse un peu, quand on regarde toutes les mesures qu'il a pu prendre, il faut bien se rendre compte que Roosevelt, c'était le président américain qui a eu, je pense, le plus de pouvoir du XXe siècle, en termes d'ingérence dans la vie des individus, en termes de manipulation de l'économie, d'interventionnisme économique, etc. C'était vraiment le président qui a eu le plus de pouvoir. Et c'est là, d'ailleurs, dans les années 30, où les États-Unis, il y a une sorte de bascule du pouvoir américain vers, vers de plus en plus de contrôle qui était hallucinant. Je suis même pas sûr qu'aujourd'hui, le gouvernement américain il ait autant de pouvoir qu'il en a eu dans les années 30. Ouais. Donc, voilà. Et d'ailleurs, enfin, en tout cas, la lecture que donc les économistes autrichiens ont fait de cet épisode, qui n'est pas du tout le narratif, on va dire, mainstream, de ce que j'ai compris, hein, c'est qu'effectivement, déjà, donc en 1932, début 1932, on atteint un bottom sur les grands indicateurs économiques et sur le stock market. La relance est déjà là. Le président de l'époque, Herbert Hoover, était déjà, en fait, même si c'était censé être un président de droite, en train de faire de la relance comme il pouvait. Donc le New Deal, finalement, est plus violent que ce qui avait été mis en place avant, mais on est sur le même principe, hein, de politique économique. Et déjà, ça ne marchait pas avant.
Et en fait, finalement, on peut aussi l'interpréter comme il est arrivé au moment où le plus dur était passé, et donc on le glorifie pour avoir résolu un problème qui en fait était déjà en train de se résoudre par les forces du marché elles-mêmes. Et en 1937-1938 advient une nouvelle récession qu'on a complètement oubliée dans les annales de l'histoire parce que juste après, il y a la Seconde Guerre mondiale. Donc, quelque part, c'est pas quelque chose sur lequel on va beaucoup se concentrer durant un cours d'histoire. Mais tout ça pour montrer, comme disait Ulrich, que ce n'était pas forcément soutenable et que ça n'a pas forcément fait le bien qu'on attribue habituellement à ce programme politique. Et du coup, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc on a cette espèce de consensus donc parmi les pays vainqueurs de la guerre que finalement, qui est une bonne analyse, hein, que la montée du fascisme et la Seconde Guerre mondiale a essentiellement été liée à la fragilité du système monétaire qui existait à l'époque, et donc est décidé de mettre en place assez rapidement, en 1944, un nouveau système monétaire avec des institutions de collaboration internationale. Là où je pense qu'on va différer dans notre analyse, c'est plus de dire que c'est plutôt l'interventionnisme dans les phénomènes financiers et monétaires que l'absence d'interventionnisme qui est responsable de ce phénomène. Mais en tout cas, c'est assez juste d'y voir une racine monétaire. Et du coup, en 1944, à Bretton Woods, au New Hampshire, sont rassemblées les délégations des principaux pays alliés, donc l'URSS, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Là, on instaure 3 nouvelles institutions, en quelque sorte, qui vont servir de squelette au futur système monétaro-financier. Donc, d'une part, la Banque mondiale qui va servir à financer des travaux d'investissement. Le FMI qui va servir de prêteur en dernier ressort. Donc, on a cette idée que finalement, les banques centrales peuvent sauver le marché. Donc, maintenant, il faut une banque centrale pour sauver les États. On peut le résumer un peu comme ça. Et également, un système de change or qui, du coup, est très différent du système or qu'on avait auparavant. Donc, celui dont on parlait durant la Belle Époque, qui consiste finalement à assurer la convertibilité du dollar en or, donc à 35 $ l'once. Donc, le taux de change qui prévalait après la dévaluation de Roosevelt dont parlait Ulrich, et à faire que toutes les autres monnaies mondiales soient elles-mêmes échangeables en dollars et non pas en or directement. Ce qui, du coup, va causer une situation qu'un économiste français dont on avait aussi déjà parlé dans notre épisode sur les libéraux à la fin, qui s'appelle Jacques Rueff, appelle le privilège exorbitant, qui consiste finalement à ce que, puisque de facto, pour tous les autres pays du monde, à part les États-Unis, l'actif de réserve, c'est des dollars, finalement, les banques centrales et les banques commerciales de la plupart des autres pays du monde sont incitées à détenir des dollars en réserve, qu'elles vont garder dans leur coffre sans jamais vraiment les renvoyer aux États-Unis pour demander de l'or. Et ce qui permet donc du coup à ce que les États-Unis puissent exporter leur inflation, puisque toute, quelque part, surcréation de dollars qui est effectuée ne va pas créer une circulation et donc un effet cantillon à l'intérieur de leur pays, mais va venir se déposer sous forme de réserve bancaire dans les systèmes bancaires étrangers et donc servir de base monétaire pour créer du crédit à l'étranger et créer de l'inflation à l'étranger. Donc ça permet également un autre phénomène qui persiste d'ailleurs encore aujourd'hui, hein, et que Rueff appelait le déficit sans pleurs, comme quoi les économistes français ont le sens de la formule, et qui finalement consiste à dire que effectivement les États-Unis sont dans cette position privilégiée où ils n'ont pas besoin d'équilibrer leur compte public sans en subir les conséquences, puisqu'ils vont pouvoir exporter cette inflation, et donc ils n'ont pas forcément intérêt à quelque part à avoir une certaine orthodoxie budgétaire et à bien équilibrer leur compte public. Il faut également voir que toute cette période d'après-guerre est une période, dans la plupart des pays occidentaux, de répression financière, c'est-à-dire que les gouvernements, de concert avec les banques centrales, vont maintenir les taux à un niveau qui est plus bas que la croissance. Donc, comme on en parlait avant, ce n'est pas une situation qui est forcément très désirable, notamment pour le rentier, parce que si vous avez des bas de laine investis dans des bons d'État ou que vous touchez des rentes, et ben, finalement, si vous avez 5% d'inflation, mais que vous avez par ailleurs 2% de rentabilité sur la dette gouvernementale, en fait, vous perdez 3% par an. Et donc, c'est difficile de garantir une bonne retraite.
En revanche, c'est très bon, par contre, pour une certaine partie de l'économie, celle qui peut être surendettée, donc à cette époque-là, notamment les gouvernements. Il faut voir que la dette publique, pour la plupart des pays belligérants à l'époque, est énorme du fait du financement de la guerre. Et donc, en fait, c'est une manière de payer finalement de désinflater les dettes, je ne sais pas si ça se dit en français, mais de faire payer les dettes par l'inflation à très long terme. Il y a un historien de l'économie et de la finance, alors d'origine nord-irlandaise, mais qui vit en Écosse, qui s'appelle Russell Napier, qui appelle ça stealing old people's money slowly, donc voler l'argent des vieux lentement. Donc c'est en gros, au lieu de dire on va vous prendre vos actifs pour payer la dette, on va vous prendre un petit peu en pouvoir d'achat réel tous les ans, en maintenant les taux plus bas que l'inflation, de manière à pouvoir soulager l'économie, donc le secteur public et le secteur privé, de sa dette existante. Et pour implémenter ça, il faut également beaucoup de contrôle de capitaux. Donc la période d'après-guerre, donc les 30 Glorieuses, qu'on raconte toujours comme une période absolument merveilleuse dans les livres d'histoire, n'est pas une période de grande libéralisation financière. Et vous avez également beaucoup de gens durant cette période qui font de l'arbitrage dans tous les sens. Parce que si vous avez des contrôles de capitaux, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas déplacer facilement de l'argent d'un pays à l'autre et l'investir facilement d'un pays à l'autre, et notamment dans un contexte où il faut voir que les citoyens américains jusqu'en 1975 sont encore, il est encore interdit pour eux de détenir de l'or. Vous avez intérêt, lorsque vous pouvez arriver à faire passer sous le manteau à travers des frontières, soit certaines quantités de billets de banque, soit de l'or, etc. En fait, vous pouvez faire de l'arbitrage comme ça et gagner de l'argent sans finalement produire grand-chose, juste en profitant des interdictions gouvernementales et de cet interventionnisme. Donc du coup, c'est aussi une période qui est intéressante, je trouve, même si elle est rarement mentionnée dans les livres d'histoire, parce que ce régime de répression financière est en général la solution politique qui est adoptée dans les situations de surendettement, parce que ça ne demande pas beaucoup de courage politique, en fait, puisque vous allez étaler la charge du paiement de la dette sur un temps très long. Là, ça a duré 20 ans. Finalement, vous n'avez pas besoin de prendre des décisions qui sont rapides et violentes et qui peuvent être du coup assez peu populaires politiquement. Vous pouvez quelque part le faire lâchement sur une période très longue. Et finalement, ça va être privilégié à un choix d'inflation très forte qui peut déraper en hyperinflation, ou à une faillite complète, ou à des saisies qui sont évidemment également très impopulaires, etc. etc. À la fin… Juste pour que les gens comprennent bien, il y a une anecdote moi, que je trouve qui résume bien le fait justement de ce dont tu parlais juste avant, la répression financière d'après la guerre de 45. Il faut comprendre que par exemple, les Américains qui ont investi dans ce qu'on appelait les bons de la guerre, ce qu'on appelait les Victory Bonds. Donc eux, ils ont en quelque sorte pendant la Seconde Guerre mondiale misé sur le bon cheval, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, donc nation victorieuse à la fois en Europe et dans le Pacifique. Et tous les Victory Bonds qui ont été contractés par les Américains avec des taux justement de rendement extrêmement intéressants, du fait de la répression financière d'après la fin de la guerre, d'après 45, et en fait la valeur du remboursement de ces obligations de guerre, elles ont été négatives par rapport à leur emprunt pendant la guerre. C'est-à-dire que ceux qui ont misé sur les États-Unis en pleine guerre, donc avec c'était vraiment le truc à faire parce qu'on était sur la nation victorieuse qui allait sortir hégémone mondiale du conflit, même eux, ils ont perdu. Parce que la répression financière les a totalement, pas ruinés, mais c'était négatif, quoi. Donc comme quoi la guerre est toujours un jeu à somme négative, même pour ceux qui gagnent. Voilà, petite anecdote que je voulais juste rajouter. Non, mais ça illustre très bien le point. Il y a également un autre phénomène qui est intéressant à regarder à cette époque, c'est que donc du coup, à cause de ce système de Bretton Woods qui finalement exporte des dollars partout dans le monde entier sans trop de limitations, puisque les États-Unis finalement ont plutôt intérêt à en créer vu qu'ils vont se loger ailleurs, on a dans le système bancaire européen, notamment à la fin des années 50, au début des années 60, on crée des circuits pour essayer de recycler ces dollars. C'est-à-dire, finalement, les pays qui exportent vers les États-Unis et qui obtiennent du coup de la liquidité en dollars, ils veulent obtenir un rendement sur ces liquidités. Et donc, ils essayent de les reprêter ailleurs qu'aux États-Unis. Et donc, on a une sorte de système offshore du dollar qui se crée, qu'on appelle le système d'euro-dollar et qui existe encore aujourd'hui,
qui est aujourd'hui d'ailleurs plus gros que le système dollar onshore, et qui, pour le dire de manière caricaturale, va recycler les dollars obtenus par les pays occidentaux qui exportent vers les États-Unis, vers les pays producteurs de pétrole qui vendent leur pétrole, et vers le Japon qui commence déjà à devenir une puissance industrielle qui exporte beaucoup vers les États-Unis, à travers les banques européennes pour effectuer des prêts. Alors, ça peut être à des pays émergents, ça peut être à des entreprises multinationales, ça peut être pour plein d'usages différents. Et en fait, par vertu du fonctionnement du système à réserve fractionnaire, lorsque une banque française a des dollars en réserve, en fait, ça lui permet de pouvoir créer plus de dollars par simple écriture comptable sur son bilan. Et donc, en fait, on se retrouve avec ce double système où le déficit américain faisant, des dollars sont exportés à l'extérieur des États-Unis. Ils trouvent leur chemin vers des banques étrangères, notamment en Europe, ce qui va leur permettre de créer de plus en plus de dollars et ce qui va accélérer finalement l'inflation générée par le système et donc sa démise certaine, qui interviendra déjà, en tout cas on verra les premiers cracks dans l'édifice à la fin des années 60, notamment en 1968. On a donc du coup toujours à l'époque le dollar qui est à 35 $ l'once, les citoyens américains et les entreprises américaines qui n'ont pas le droit de détenir du dollar, et on a par contre aussi des marchés de l'or hors des États-Unis, et en plus, comme je disais, des liquidités en dollars hors des États-Unis, donc des marchés qui sont liquides, profonds, et qui sont plus difficiles à contrôler pour les autorités américaines, et notamment à Zurich, il y a un gros marché de l'or qui s'est formé. Et à ce moment-là, à partir de 68, on voit un dévissage entre le marché de l'or contrôlé aux États-Unis, qui donc lui cote 35 $ l'once en céphalogramme plat tout le temps, parce qu'à chaque fois qu'il y a une déviation, de toute manière, il y a une intervention. Et à Zurich, à ce moment-là, les gens se rendent compte qu'il y a beaucoup d'inflation, tout simplement. Donc, ils spéculent sur l'or, ils achètent de plus en plus d'or. Ça fait monter le prix qui passe pendant un moment à 38 $ l'once. À ce moment-là, comme au préalable dans les années 20, comme on l'a expliqué, les autorités monétaires du G7 vont se mettre dans une pièce et essayer de créer des mécanismes pour pouvoir contrôler entre eux le prix de l'or. Donc en fait, ils se disent, voilà, il ne faut absolument pas que le système s'effondre, et donc il va falloir contrer l'action des spéculateurs, c'est toujours les méchants spéculateurs de toute façon. Pour ça, on est plus efficace si toutes les banques centrales jouent le jeu. Mais le problème notamment, c'est que à l'époque, donc toujours notre Jacques Rueff, il a fait comprendre à De Gaulle que la France n'a pas tellement intérêt à accepter plus longtemps le fameux déficit sans pleurs. Il lui intime de sortir de ce système. Lui-même va faire beaucoup de conférences à l'échelle internationale et va s'appuyer sur d'autres personnes comme Hayek, comme des économistes de l'époque qui ont un peu qui partagent les mêmes thèses et qui ont une certaine notoriété pour dénoncer ce système, qui est un système absurde d'ailleurs, qu'un autre économiste autrichien plus moderne, lui, Hans Hermann Hoppe, appelait un système de troc international, parce que si finalement tout dans le système pointe vers l'or, on ne voit pas très bien pourquoi on devrait avoir à échanger une monnaie contre une autre qui, elles, ont des parités bizarres et fixées pour faire du commerce international. Du coup, Rueff va essayer de dénoncer ce système à travers différentes interventions. De Gaulle, en 66, va également aussi demander le rapatriement de l'or français et va intimer Adenauer de faire la même chose. Et ça va rapidement précipiter la fin du système de Bretton Woods, notamment parce que il y a la moitié des réserves d'or américaines, donc, puisque le prix est flat, qui était valorisé à 20 milliards de dollars à l'instauration du système, puis la moitié qui va partir durant ces à peu près 30 années, un peu moins, à l'étranger, donc 10 milliards de dollars qui vont s'enfuir. Et la masse monétaire a tellement augmenté que 10 milliards de dollars en or pour essayer de baquer, de garantir toute la masse monétaire en dollars qui existe dans le monde, c'est absolument ridicule, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, après leurs différentes tentatives d'intervention, au bout d'un moment, voilà, comme vous le savez tous, Nixon va arriver à la télé en 15 août, je crois, ou 25 août, je ne me rappelle plus, 1971, et annoncer unilatéralement que, bien sûr temporairement, comme d'habitude, que le dollar ne serait plus convertible en or. Et à ce moment-là, on arrive dans un pur système fiat où donc pendant un temps, les autres monnaies sont toujours à parité avec le dollar, mais le dollar n'est plus convertible en or, plus baqué par rien. Et très rapidement, ça va nous amener dans un monde de change flottant. On va sortir de ce mécanisme de fixation des parités, qui d'ailleurs ne marchait pas du tout, parce qu'il faut bien voir que les ministres de l'économie de l'époque passaient leur temps à faire des réunions
pour négocier entre eux le réajustement de leur taux de change. Et c'était un phénomène complètement politique qui était déconnecté de la réalité politique. C'est-à-dire que si les États-Unis, en gros pour le faire simple, si les États-Unis avaient intérêt que vous bougiez votre taux de change, vous pouviez le faire dans la direction qui vous arrangeait. Si par contre, ils n'avaient pas intérêt à ça, ils ne vous laissaient pas le faire. Et notamment, ça va avoir énormément d'incidence sur l'évolution de l'économie japonaise durant toute cette période. Mais on va y revenir plus tard quand on parlera de la bulle japonaise. Mais toujours pareil, ce blocage de prix va, lui, à l'échelle de l'organisation des flux de capitaux internationaux, créer énormément de déséquilibres artificiels qui vont porter des conséquences encore pendant des décennies. Juste avant que tu parles justement de la création des monnaies fiat et tous ces taux de change flottants entre devises, il y a aussi une chose qu'il faut rappeler, je pense, dans les années 60, qui a, je pense, assez contribué aussi au réveil des nations sur la capacité réelle des Américains à honorer leurs promesses justement de dollars et or. C'est la guerre du Vietnam. On n'en parle pas suffisamment, mais il faut se rendre compte que sous Nixon, donc la guerre du Vietnam a commencé en 65. Et les États-Unis, pour financer la guerre, ils ont refusé d'augmenter les impôts. Donc à partir du moment où ils ont voulu se lancer dans une guerre au Vietnam sans augmentation d'impôts pour la financer, c'est là où ils ont eu la première tentation justement d'augmenter la masse monétaire de manière assez drastique. Et tu as eu beaucoup d'observateurs aux États-Unis, donc là vraiment en interne, qui ont commencé à tiquer. Donc là tu parlais des Suisses sur le marché de Zurich, sur l'or extérieur. Donc là on avait quand même des bonnes indications, mais en intérieur tu avais beaucoup de commentateurs politiques, beaucoup d'économistes qui disaient que là les États-Unis s'engagent dans une guerre qui est lointaine, donc il y a beaucoup d'équipements, beaucoup de soldats, beaucoup de moyens humains qui sont mobilisés. Par contre, on n'a pas de hausse d'impôts qui sont mises en place. Donc là, il y avait quand même des inquiétudes dès les années 60 sur la capacité, sur tout simplement beaucoup de commentateurs étaient quasiment certains qu'il y avait en fait plus d'émissions de monnaie que d'or, quoi. Donc voilà, c'est petite parenthèse sur ça, parce que on n'en parle pas beaucoup, mais la guerre du Vietnam a beaucoup joué aussi. Et même aussi les programmes de Lyndon Johnson, The Great Society, il y a pas mal effectivement dans les années 60, il y a pas mal de largesse budgétaire, mais qui assez logiquement sont la conséquence du système qui a été créé et qu'on décrivait, parce que si vous en payez jamais les conséquences, en tant que politicien, vous avez absolument aucune incitation à essayer de maintenir les choses dans un état correct. Je pense aussi peut-être deux choses aussi à citer. J'ai pas du tout parlé dans la période d'après-guerre de la Grande-Bretagne, mais faut voir que c'est une période qui est très compliquée pour le Royaume-Uni, notamment parce que donc après la Seconde Guerre mondiale, ils se retrouvent suppléés par les États-Unis comme première puissance mondiale. Ils ont la livre sterling qui du coup, elle, avait été la monnaie de réserve jusqu'à l'avant-guerre, qui ne l'est plus dans le cadre du système de Bretton Woods. Et du coup, il y a beaucoup de livres sterling qui se retrouvent hors de la Grande-Bretagne, et dont vont se débarrasser la plupart des pays, ce qui va causer une situation très compliquée en Grande-Bretagne, parce que outre donc déjà les pays de l'Empire britannique qui en plus vont prendre leur indépendance par la décolonisation, et certains pays qui ne faisaient pas partie de l'Empire britannique mais qui étaient des pays alliés et qui détenaient des balances en livres sterling, vont en fait passer 25 ans à les dumper sur le marché, ce qui va créer énormément de pression à la baisse sur la livre sterling, et qui va créer beaucoup de désordre financier en Grande-Bretagne, avec toujours cette tentative de beaucoup de politiciens d'essayer de contrôler ça par des interventionnismes qui vont créer plus de conséquences néfastes que de bien, et expliquer en grande partie la montée d'un soft socialisme en Grande-Bretagne, qui mènera jusqu'à l'arrivée de Thatcher au pouvoir ensuite. Il y a une autre anecdote que je trouve très intéressante. Il y a une lettre d'investissement de Warren Buffett, donc le fondateur et le président de Berkshire Hathaway, qui déjà à l'époque est une des plus grosses sociétés d'investissement au monde et qui aujourd'hui est la plus grosse au monde, qui en 1982 ou 84, je crois, donc écrit sa lettre annuelle aux investisseurs. À l'époque, on a, dans les années 60, un certain bull market, à la fin des années 60, sur les actions américaines. Ce qu'on appelle à l'époque, le terme blue chip stocks est inventé à l'époque. Donc beaucoup de noms qu'on connaît encore aujourd'hui, Coca-Cola Company, Disney, etc., qui vont très très bien marcher. Warren Buffett, du coup, écrit donc il a la meilleure performance aux États-Unis pour une société d'investissement de ce type.
Et donc, il écrit à ses investisseurs en 1982-84, bon, bah, c'est super, voilà les résultats qu'on a fait, on a battu tous les benchmarks, on a fait mieux que tous nos concurrents, etc. Par contre, si entre 1966 et 1982, on s'était juste contenté de détenir de l'or, on aurait fait plus que ça. Et en fait, effectivement, lorsqu'on sort, donc en 1971, de la convertibilité or, l'or va connaître donc son prix devient flottant. L'or va connaître une ascension vertigineuse. Il va passer de 35 $ l'once à 800 $ l'once à la fin de la décennie, parce que en fait, son prix a été maintenu artificiellement bas pendant tellement longtemps que du coup, le repricing est très violent. Ce qui est intéressant parce que du coup, tu as eu beaucoup d'économistes à l'époque qui étaient persuadés que justement la valeur de l'or provenait de la force de l'État, de l'institution, justement, qui étaient persuadés qu'une fois qu'on allait quitter l'étalon or, l'or allait en fait chuter de manière très drastique et allait en fait chuter à son prix industriel en fait. C'est-à-dire qu'il allait perdre tout son premium monétaire. Et c'est totalement l'inverse qui s'est passé. Je crois qu'en quelques mois, l'or est passé de 35 à 120 $ l'once. Enfin, ça a été vertigineux, quoi. C'est un peu les taiseurs-trousseurs de l'époque, quoi. Mais c'est marrant, ces gens-là, ils ouvrent jamais de short. Et donc, ouais, du coup, l'or va être pricé et connaître un bull market vertigineux. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, même si on arrive déjà dans la période de change flottant où il y a plus de volatilité sur les marchés, qu'un actif voit son prix multiplié par 20 en une décennie, c'est du jamais vu presque. Et en fait, ce que nous exprime Buffett entre les lignes, c'est que c'est des phénomènes assez importants à comprendre parce que quand vous êtes à des époques charnières, comme c'était le cas à l'époque et comme je pense c'est encore le cas aujourd'hui, entre finalement un système monétaire et un système financier exsangue qui s'en va et qui laisse place à un nouveau, le fait de comprendre ça et donc d'avoir la big picture, entre guillemets, est beaucoup plus important que le reste. Et ce que vous prouve le fait que n'importe qui avait juste détenu de l'or comme un left bell curve Bitcoin maximaliste aujourd'hui, finalement, aurait obtenu une performance meilleure que le meilleur investisseur du monde qui paye des centaines de gens à faire ça toute la journée et qui faisait déjà ça depuis quelques décennies. Et ça prend pas en compte en plus l'explosion de la productivité, enfin la production annuelle de l'or sur les décennies 70, 80, 90, où je crois qu'entre 70 et 90, le stock global de l'or a été multiplié par 2. Parce que une meilleure technique de production, meilleure prospection des filons, et c'est assez intéressant, quoi. Il y a un actif qui connaît une très très forte augmentation de sa production annuelle, et pourtant on a un bull market qui est juste gigantesque, quoi. Dans lequel on est toujours d'ailleurs, si tu dézoomes à fond. Ouais. Et du coup, donc, cette période de change flottant, elle va aussi transformer en profondeur la manière dont fonctionne le système financier. En fait, il faut voir qu'à l'époque, du coup, donc dans la période d'électrone-granuleuses, la banque et l'investissement de manière générale sont des métiers assez plan-plan, hein, où en fait, ça consiste essentiellement à accorder des crédits à des entreprises réelles qui sont en plus assez limitées par toutes sortes de normes et d'interventions. Comme on disait, il y a pas mal de contrôle de capitaux, donc c'est pas non plus un système aussi mondialisé qu'il avait pu l'être dans les années 20 ou qu'il le sera par la suite. Et vous avez assez peu finalement d'ingénierie financière, de spéculation, etc. Par contre, avec l'arrivée des changes flottants et le pur système fiat, parce que là, vous avez une capacité illimitée à créer du crédit, entre guillemets, et un besoin naturel pour beaucoup d'entreprises et beaucoup d'agents économiques de pouvoir avoir des assurances contre cette volatilité des monnaies, qui est un phénomène nouveau, voire des instruments pour parier dessus. Vous avez toute une nouvelle fonction du système financier de titrisation, de création de produits dérivés, en fait, qui se crée un peu, j'ai envie de dire presque par innovation, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément des décrets, même si ça peut être lié à l'abrogation de certaines lois ou le fait que certaines lois soient mises en place. Et c'est quelque part le point de départ de tout notre système financier actuel, hein. C'est cette période-là qui va se créer un peu de manière émergente, encore une fois. Paul Volcker, d'ailleurs, qui était président de la Federal Reserve de 79 à 87, avant ministre du Trésor, numéro 2 du Trésor à l'époque où Nixon sort de la convertibilité or, etc. Donc, qui est probablement la personne sur Terre qui était le plus au centre des plus grandes institutions financières durant la création de tout ce système. Lui, il appelle ça le non-système, justement parce que personne ne l'a pensé, c'est pas un système,
c'est juste toutes les conséquences de ce qui part de l'explosion de Bretton Woods et de la sortie unilatérale de Nixon. Et on va passer des décennies ensuite à essayer de tarabiscoter des trucs pour faire en sorte que cette espèce d'animal informe ressemble à quelque chose. Mais ce n'est pas du tout une décision politique, c'est juste la conséquence finalement des États-Unis qui essayent de sauver l'hégémonie du dollar. Pardon. Du coup, dans les années 70, si Volcker arrive au pouvoir à la Fed en 79, c'est aussi parce que, du coup, à partir du début des années... Enfin, déjà, dans les années 60, il y a de l'inflation, mais elle commence à exploser à travers deux grandes vagues d'inflation en 73-74, puis 78-79. Donc, avec des niveaux d'inflation mesurés aux États-Unis, donc mesurés par l'indice des prix à la consommation. Donc, encore une fois, ce n'est pas l'inflation réelle, c'est l'effet mesuré. Qui peuvent atteindre jusqu'à 20% durant la deuxième période. Et du coup, une période, on va dire, qui impulse beaucoup de changements dans le monde de la pensée économique, aussi notamment parce que donc, la théorie keynésienne qui est prédominante à l'époque tient pour règle absolument indéboulonnable que vous ne pouvez pas avoir en même temps de l'inflation et du chômage. Parce que, selon leur théorie, le gouvernement peut toujours faire des déficits ou la banque centrale stimuler l'économie pour résorber le chômage, et que si vous avez des facteurs de production non utilisés, donc des gens qui ne bossent pas, vous ne pouvez pas avoir d'inflation. À travers une relation qui s'appelle la courbe de Phillips et qui du coup est complètement détruite empiriquement par les années 70, tandis que la théorie des cycles économiques autrichiennes dont on parlait plus tôt avec Prix et production d'Hayek et d'autres ouvrages, elle permet d'expliquer ce phénomène, tout simplement en disant que, en gros, on a créé trop de fric et du coup, ça crée des mésallocations de capital qui font que on a un réajustement des prix relatifs qui est nécessaire pour maintenir la trajectoire actuelle de l'économie. Et donc, il y a deux manières dont ça peut se jouer. Soit les entreprises font faillite. Par contre, si on les empêche de faire faillite par interventionnisme économique, ce qui va se passer, en fait, c'est que les prix vont augmenter parce qu'elles sont plus productives. Et que donc, vu qu'il y a plus d'argent qui essaye de s'allouer vers plus de biens, vous avez un nécessaire réajustement du prix relatif des biens par rapport à celui des actifs. Et si on ne veut pas que le prix des actifs baisse, ben dans ce cas, c'est le prix des biens qui va monter pour que le multiple entre les deux revienne à une valeur qui reflète la productivité réelle. Et effectivement, les années 70, c'est une période où les politiciens, notamment aux États-Unis, mais pas que, vont tout essayer pour essayer de bloquer les prix et de quelque part calmer l'inflation en essayant tout sauf arrêter les déficits et les politiques de banque centrale inflationnistes. Donc, vous avez par exemple, au milieu des années 70, à un moment donné, Dick Cheney, Donald Rumsfeld et Nixon qui créent un board de price fixing, donc littéralement un comité de fixation des prix. Donc, on parle de gens qui sont censés être des républicains, hein, pro-libre marché, etc. etc. C'est là qu'on voit d'ailleurs que les étiquettes gauche-droite en économie sont un peu stupides. Et donc, c'est des centaines et des centaines, voire des milliers de bureaucrates qui vont donner des autorisations à la plupart des entreprises qui produisent des biens domestiques dans tout le pays pour leur permettre d'augmenter leur prix. Donc, vous avez par exemple une équipe de football universitaire, vous voulez augmenter le prix du ticket dans le stade, il faut déposer un dossier de 80 pages pour avoir le droit d'augmenter le prix du ticket de 15%. Donc, on a affaire à des choses comme ça. Hein. C'est hallucinant parce que, tu vois, à l'époque, juste pour qu'on comprenne bien un peu le logiciel politicien américain de l'époque, même d'ailleurs du monde occidental, il faut se rendre compte qu'on est quand même à une période où on a l'Union soviétique qui est juste en face. Et ces mêmes politiciens américains, eux, quand ils vont faire par exemple une critique de l'Union soviétique, ils vont toujours faire une critique morale mais jamais économique. Parce que eux, par exemple, le planisme soviétique, c'est pas un problème pour eux parce que ça peut être possible. Et justement, ils essayent d'en faire une partie aux États-Unis. Par contre, la critique sera forcément purement morale, c'est le mal, etc. Mais d'un point de vue économique, si tu demandes à un économiste d'ailleurs, si tu demandes à un économiste de l'époque des années 70-80 jusqu'à la chute de l'Union soviétique en 91, il y en a beaucoup qui vont dire que c'était pas un problème, quoi. Donc c'est un peu c'est un système plus efficace. Hein. Pour l'anecdote, Paul Samuelson, qui est un des plus grands économistes keynésiens de l'époque, en tout cas un des plus réputés, prix Nobel, qui est le gars qui écrivait
manuels d'économie qui se retrouvaient dans les salles de cours de la plupart des grandes universités américaines et même dans le monde, jusqu'en 1989, dans son manuel d'économie principal, il écrivait qu'il était imminent que l'économie de l'URSS allait dépasser l'économie des États-Unis juste parce qu'ils ont mis en place un système de contrôle par des bureaucrates très intelligents et que ça marche mieux. Et je crois que le manuel est publié peut-être 2 mois avant la chute du mur. Enfin, le timing est absolument truculent. Ah, mais cette période-là économique, elle est géniale, hein. La chute de l'Union soviétique, la remise en question de beaucoup d'économistes keynésiens, post-keynésiens qui ont mis du temps hein, quand même. Mais ça, c'est génial. Ouais. Et du coup, donc en fait, ils vont tout tenter et puis en plus, de toute manière, à l'époque, on file le narratif que l'inflation vient des chocs pétroliers. Donc c'est la faute des Arabes. Toujours mieux d'avoir un bouc émissaire. Peut-être un tout petit détour là-dessus, juste pour essayer d'expliquer rapidement, parce que je sais que c'est encore ce que la plupart des gens considèrent aujourd'hui, pourquoi ça n'a aucun sens. Bon, alors déjà, vous regardez empiriquement, il y a plein de périodes dans l'histoire, surtout dans l'histoire moderne, où le pétrole est une denrée absolument fondamentale de notre système économique, où le prix du baril augmente et où il n'y a pas d'explosion d'inflation comme ça. Et ensuite, d'un point de vue logique, en fait, voilà comment vous pouvez le voir. Si le prix du baril quadruple, comme c'est le cas à l'époque du premier choc pétrolier, de 2 choses l'une. Soit vous êtes une entreprise qui est capable de faire passer ce coût sur les consommateurs et le coût des produits va augmenter. Mais ça veut dire que vous êtes en monopole, que personne ne peut vous faire concurrence et que finalement, personne n'a la capacité ou intérêt à créer des produits moins chers pour vous concurrencer et faire baisser les prix. Donc, dans un monde où il y a des gains de productivité, où il y a une liberté du capital et des droits de propriété, ça n'a aucun sens. La deuxième manière de le voir, c'est de se dire la deuxième possibilité, c'est que vous n'êtes pas capable de faire passer ces prix aux consommateurs parce que vous avez des concurrents et que vous allez perdre des parts de marché, etc. Donc, vous allez les absorber. Ça rogne vos marges. Peut-être que les prix vont augmenter un peu. Mais finalement, à mesure que vous faites ça, vous perdez de la rentabilité, vous faites faillite finalement, la pression sur les prix redescend aussi parce que vous créez de la déflation juste à travers les faillites, la perte de revenus disponibles parce que vous avez moins d'employés, etc., etc. Donc, l'idée selon laquelle toute augmentation des prix se traduit par une sorte d'incorporation linéaire, comme si on fixait les prix en additionnant des trucs dans un monde statique, ça n'a pas de sens dans un monde économique de prix libre et même relativement libre où il y a de l'action humaine. Et en grande partie, ce qui explique, selon en tout cas encore une fois beaucoup des économistes autrichiens dont on parle depuis tout à l'heure, ce phénomène à l'époque, c'est justement toute la création de monnaie, sa circulation et aussi son retour aux États-Unis durant cette période et les mesures qui vont être prises pour essayer de protéger les consommateurs de cette augmentation du prix du pétrole, parce qu'à ce moment-là, l'administration Nixon notamment va créer beaucoup d'organismes qui sont chargés de surveiller les quantités, les stocks de pétrole, les raffineries, les livraisons, etc., etc. Donc vous avez une espèce de bureaucratie complètement absurde qui est chargée en fait de caper les prix et de contrôler comment ils sont vendus, à qui, etc., etc., avec en fait une flopée d'intermédiaires au milieu qui servent absolument à rien et qui du coup vont induire énormément d'inefficience dans ce système-là et énormément de situations de rente aussi parce que ils sont dans une position où en fait ils ont la possibilité de corneriser le marché, de déterminer comment la distribution va s'effectuer. Non, c'est vrai que quand tu dis les producteurs peuvent faire peser justement sur les consommateurs l'inflation en augmentant les prix des biens quand ils sont en situation de monopole. Un monopole qui est toujours le fait de l'action publique, hein, d'ailleurs, ceci dit en passant. Il y a aussi une autre manière de le faire, et d'ailleurs, c'est un peu aussi ce qu'on vit aujourd'hui, c'est tout simplement faire passer tout simplement détériorer la qualité des biens que tu vas vendre aux consommateurs, mais par contre au même prix. C'est-à-dire que la monnaie baisse de valeur, mais vu que tu veux pas que vu
que tu veux que ce soit quasiment $1 d'un point de vue achat pour le consommateur, bah, tu n'as pas d'autre choix que de baisser la qualité des prix. Et je sais qu'il y a certains économistes autrichiens comme Guido Hülsmann qui en parle bien dans son livre Éthique de la production de monnaie. Il parle justement du fait que bah, l'inflation, pour certains secteurs économiques, tu en as certains qui vont réussir à battre l'inflation, donc ceux qui ont des gains de productivité qui va surperformer l'inflation, comme on peut connaître aujourd'hui avec l'informatique. Tu as ceux qui sont en situation de monopole qui vont pouvoir augmenter les prix des biens de consommation à la vente. Et tu as ceux, bah, quasiment l'économie réelle, tous les autres, qui, eux, sont obligés, s'ils veulent vendre leurs biens au même prix malgré l'inflation, ils sont obligés en fait de vendre le même bien mais à une qualité beaucoup moindre. Et ça, c'est un autre effet très très néfaste justement de l'inflation et de la monnaie fiat, quoi, dont on ne se rend pas compte. Mais si ça intéresse des personnes, il y a un petit chapitre qui est assez sympa sur ce sujet-là dans Éthique de la production monétaire de Guido Hülsmann. Et du coup, le dernier argument qui va nous permettre de clore sur cette décennie-là, donc c'est l'arrivée au pouvoir du fameux Paul Volcker à la tête de la présidence de la Fédérale Réserve, qui du coup, pour combattre l'inflation, va faire passer les taux d'intérêt, pour reprendre la phrase d'Adenauer, à des niveaux pas vus depuis Jésus-Christ. Donc en l'occurrence, il va les monter jusqu'à 20%, ce qui va évidemment entraîner l'économie américaine et une partie de l'économie mondiale dans une récession qui ne sera pas très longue, qui va durer 1 ou 2 ans, mais qui aura pour effet de effectivement casser assez fort le phénomène inflationniste de l'époque, et inflationniste au sens répercussion sur les prix à la consommation, encore une fois. Et en fait, c'est un épisode aussi qui est important parce que à partir du coup de 1979, donc on a les bons américains du coup qui rapportent 20% et qui vont baisser en ligne droite jusqu'à aujourd'hui de manière quasiment continuelle, enfin en tout cas jusqu'à 2021. Vous avez durant toute cette époque finalement du coup une internationalisation de la finance avec le développement donc de ce dont on parlait avant. Donc, à la fois de produits dérivés sur les taux de change, ce qu'on appelle des swaps de devises, à la fois des protections contre la variation des taux d'intérêt, parce que, encore une fois, vous avez aussi tous ces phénomènes qui vont créer beaucoup de volatilité sur ces marchés-là qui vont du coup aussi inciter de nombreux acteurs à demander des formes d'assurance, donc des produits dérivés contre ces choses-là. Avec aussi des changements dans les lois bancaires qui vont faire que les grandes banques dans les pays développés vont être de plus en plus bien positionnées pour pouvoir fournir ces produits-là au marché. Derrière, durant la fin de la décennie suivante, la chute du mur de Berlin et l'ouverture du reste du monde au système occidental et l'arrivée dans l'économie mondiale de près de 3 milliards de personnes qui vont avoir une rémunération marginale pour leur travail extrêmement faible, ce qui va aussi inciter à une délocalisation de beaucoup d'activités industrielles et de beaucoup d'entreprises, et qui elle-même, quelque part, est une très très bonne incitation à internationaliser les flux financiers et créer énormément de crédits pour pouvoir saisir ces opportunités dans un contexte où finalement, la plupart des barrières qui existaient dans la période d'avant, où encore une fois, on avait des contrôles de capitaux pour faire marcher la répression financière, où on avait des fixations de devises, où on avait en fait beaucoup de pouvoir de la part des politiciens sur ces phénomènes macroéconomiques, vont toutes sauter. En plus de deux gouvernements, donc notamment celui de Thatcher et de Reagan, qui, outre un agenda assez, on va dire, libéral économiquement et qu'on pourrait saluer par ailleurs, vont entreprendre une grande déréglementation et une grande dérégulation du système bancaire et du système financier, qui va d'autant plus faciliter toutes ces activités-là et qui vont s'accompagner de beaucoup d'innovations et d'inventions dans les années 80, puis dans les années 90, dans le système financier, et qui vont doper la rentabilité de ce secteur-là, parce que ça va leur permettre de beaucoup monétiser l'inflation, qui va faire que, si je ne dis pas de bêtises sur les chiffres, je crois que sa part de revenus dans l'économie mondiale va quadrupler entre 1982 et 2007-2008, donc juste avant la crise des subprimes. Je vois que ça fait déjà presque 1h30. Moi, j'ai encore des épisodes sur lesquels on peut continuer, etc. Mais peut-être qu'on peut se diriger vers la fin pour cette fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, très bien. On peut se refaire un épisode 2.
Je peux continuer aussi, hein, mais c'est une bonne partie pour éventuellement faire une coupure parce que, Ouais. entre guillemets, là, on a bien brossé toute cette période-là et toute la période qui va suivre se passe dans un contexte d'institutions financières et de lois qui est complètement différent que la période suivante. Et notamment, toutes ces innovations financières, le développement on va dire, de cette finance spéculative, etc. Des crises comme la crise des dettes asiatiques, la crise japonaise, la crise de 2008, la crise de l'euro en 2010-2012, etc., sont d'une nature complètement différente et sont beaucoup impactées aussi par voilà, l'arrivée de la Chine dans le commerce international, la création des grands traités de libre-échange, le GATT, toutes ces choses-là. Donc, je pense que si on commence à décrire ça en détail, si en plus, il faut aussi, et je pense que c'est intéressant de décrire un tout petit peu les différents produits et innovations financières, que ce soit les mortgage-backed securities et ces choses-là qui ont été créées à l'époque. Il y a quand même une. Alors, je sais pas, tu me corriges si j'ai une connerie, Théo, mais tu as quand même une récurrente en fait dans toutes ces crises. C'est qu'en fait, à chaque fois, les gains de productivité viennent gommer justement les effets de l'inflation monétaire. C'est-à-dire que dans les années 20, on augmente de 60% la masse monétaire avec des gains de productivité qui augmentent en flèche. Là, tu parlais de la chute du mur de Berlin, donc avec l'arrivée sur le marché libre, entre guillemets, bon, même s'il n'était pas forcément libre, mais sur le marché occidental de tout l'ancien bloc de l'Est. Donc, tu as une pression déflationniste sur l'économie dans les années 90 qui est juste hallucinante en fait avec l'ouverture de ces nouveaux marchés. Et tu vas avoir justement une inflation monétaire qui va l'être tout autant. Par contre, ça va être totalement imperceptible par les consommateurs parce que les prix vont pas augmenter. Donc, on a inflation monétaire sans augmentation de prix. Et c'est en fait, alors moi j'ai l'impression que c'est toujours comment dire, a posteriori, tu vois, les économistes étatistes, pro-interventionnistes, etc., eux, ils vont se dire, mais oui, regardez tel épisode, on a eu l'inflation monétaire, par contre, ça s'est pas transféré sur une augmentation des prix des biens de consommation, donc on peut faire justement la dépense publique, on peut faire l'impression monétaire, ça va pas causer de problème. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que ça marche en quelque sorte tant tu as des gains de productivité en fait qui sont parallèles et qui viennent, qui suivent en fait tout ça. Et si je veux me faire l'avocat du diable, tu ne trouves pas qu'avec l'arrivée de l'IA, on a des gains de productivité qui pourraient rappeler un peu ce qu'on a connu au milieu moi j'en suis persuadé. aussi, quoi. En fait, l'IA, enfin ce que je pense, moi, toi, l'IA va créer des gains de productivité qui pourraient faire justement, enfin, qui pourraient faire passer crème l'inflation monétaire, hein. C'est clair. Mais tu vois, par contre, le pendant de tout ça, c'est que normalement, dans une économie avec une monnaie saine, là où les gains de productivité devraient se transférer justement sur une appréciation de la monnaie, donc sur une baisse générale des biens de consommation pour le consommateur, ça n'a pas lieu, quoi. Et ça, c'est toujours la faute de la Banque centrale. C'est justement son mandat, c'est toujours la stabilité des prix. Il faut toujours en fait comprendre ça comme étant son mandat, c'est la neutralisation justement des gains de productivité pour le consommateur, quoi. Quand tu cherches la stabilité des prix, tu cherches juste en fait à gommer tout ce que peuvent apporter les gains de productivité de biens pour l'économie. Et à chaque fois, ce qu'il faut prendre en compte, peut-être que Théo va rajouter quelque chose là-dessus, c'est que même si on a des gains de productivité aujourd'hui, on est tellement endetté, on doit payer les coûts de la dette, de tout ce qu'il y a eu avant, qu'en fait, je pense que même les gains de productivité, ils vont pas effacer tout ça. Pas nécessairement. En fait, de toute façon, en gros, tu as 5 manières de sortir du surendettement. C'est une productivité réelle très très forte, ça c'est celle qu'on décrit. La répression financière, c'est ce qu'on a fait après la Seconde Guerre mondiale. Donc encore une fois, maintenir la rentabilité du capital en dessous de l'inflation. Le défaut, l'hyperinflation et j'ai oublié le dernier. Mais du coup, peu importe ton niveau de dette, mais ça peut prendre énormément de temps. Mais tu peux t'en sortir avec beaucoup de productivité réelle. Le seul truc, c'est que en général, ces périodes de productivité réelle, elles imposent aussi elles s'accompagnent de changements drastiques dans la structure sociale, dans la réorganisation des marchés économiques. Normalement, il y a beaucoup de destructions créatrices. Et pour que tu libères les gains de productivité qui sont générés, il faut que tu acceptes qu'elles adviennent. Et si tu es dans une période où les gouvernements sont vent debout contre toute forme de destruction créatrice, tu as peu de chances finalement que ça puisse vraiment fonctionner parce que, comment dire, tu vas créer tellement d'inefficience dans les secteurs que tu maintiens en vie alors qu'ils ne sont plus rentables du tout
et tellement de doublons, de capital inutile, tu vois, de mecs qui bougent des trous et qui les remplissent, en même temps que tu rends plus efficient toute une partie de l'économie, que ça ne suffit pas. Et tu vois, je recherchais l'article là, mais c'est un super graphique. Donc Charles Gave, dans la lettre qu'il écrit pour l'Institut des libertés tous les lundis, il montrait aujourd'hui le graphique du marché d'actions américain mesuré en or. Et ce qu'il expliquait, c'est qu'il y a des périodes dans l'histoire où il est au-dessus de sa moyenne mobile, d'autres il est en dessous de sa moyenne mobile, et il y a des périodes charnières où il traverse cette moyenne mobile. Et il vient de le faire là actuellement. Et en fait, la manière dont tu peux interpréter ça, c'est quand l'or bat le marché d'actions, c'est que en fait, le fait de juste épargner, donc de ne pas prendre de risques, rapporte plus que le fait de donner de l'argent à un entrepreneur qui, lui, va l'utiliser pour investir. Donc, on en revient toujours à mon histoire de la croissance à long terme, donc la rentabilité des entreprises par rapport à finalement le taux d'intérêt, donc la rentabilité neutre, on va dire, ou sans risque du capital, qui est la relation macroéconomique la plus importante, hein, tout par de là. Et en fait, du coup, tu as, dans tout ce qu'on a raconté, tout le paysage qu'on a brossé là, de quasiment un siècle, tu as des périodes où finalement, comme par exemple les années 70, où, comme disait Warren Buffett, il faut juste détenir de l'or. Pourquoi ? Parce que il y a tellement peu de... tu as créé tellement d'inflation et il n'y a tellement pas de productivité réelle que de toute manière, les entreprises font faillite et sont en train, la destruction créatrice, même si elle a retardé, elle est en train d'avoir lieu. Et l'inflation, le réajustement d'Hayek, là, des prix relatifs, est en train de se faire. Et donc, tu peux surfer sur l'inflation juste en détenant de l'or. Et c'est des périodes où, en fait, il faut que tu aies une purge des excès qui ont été faits préalablement. Donc, c'est des périodes, on va dire, de bear market. Et tu as des périodes de bull market à l'échelle macro des systèmes de crédit et de dette, où, effectivement, tu as une rentabilité du capital forte, les marchés d'actions qui offrent une rentabilité qui est supérieure à celle de l'or, et où tu as intérêt à investir dans les entreprises, à investir dans le marché, etc. etc. Et ce mouvement ne s'arrête jamais. Notamment concrètement, on l'a vu tout à l'heure, tu parlais du fait qu'entre 1971 et 1983-85 à peu près, il y a eu un gros boom de l'or. Mais après, ça a été plutôt calme pendant une 15 ou une vingtaine d'années, j'ai l'impression. Et là, Exactement. pour le coup, c'était beaucoup plus intéressant d'investir dans le S&P ou les actions américaines ou le marché, quoi, concrètement. Exactement. Et du coup, pour revenir à cette histoire de l'IA, le tout petit problème que j'ai avec cette thèse, c'est que si tu regardes cet indicateur macroéconomique qui est vraiment important, finalement, ce qu'il nous dit, c'est qu'on a eu un bull market drivé par de la vraie productivité qui dure déjà depuis très longtemps, avec deux phénomènes majeurs. Un, la chute du mur et donc la mondialisation dont on parlait avant, parce qu'il faut bien voir que lorsque on crée le GATT, etc., il y a une vidéo super d'ailleurs d'un mec qui s'appelle Sir James Goldsmith qui explique, qui prévoit tout ce que ça va causer. Où il explique qu'à l'époque, un travailleur vietnamien avec le même niveau de qualification coûte 42 fois moins cher qu'un travailleur américain. Donc, les gens vont voter Trump dans 20 ans. Hein. Je vous préviens juste. En gros, c'est ce qu'il dit. Hein. Et en fait, donc ça te génère des gains en productivité fantastiques. Et par ailleurs, tu as l'avènement d'Internet, le smartphone, etc. Et donc, tu peux le regarder autrement. On n'a pas eu de vraie crise cyclique, de déflation par la dette, de vraie crise de cycle à l'autrichienne depuis l'invention de l'iPhone. Et donc, quelque part, depuis aussi l'invention parce que de l'iPhone. Ah oui. Et grâce aussi à l'entrée du marché asiatique, etc. Enfin, on recule la dette grâce à toutes ces personnes qui arrivent, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'en réalité, il y a eu énormément de gains de productivité réels en fait pendant les 15 dernières, 2-3 dernières décennies. Et par contre, effectivement, on a une valorisation, notamment des actions technologiques, etc., qui est gigantesque aujourd'hui. Et le problème, c'est que moi, j'ai l'impression que dans cette espèce de tempo là, on arrive plutôt effectivement au moment où les États sont au bord de faillite souveraine. Il va falloir trouver un moyen, un expédient beaucoup plus fort pour essayer de rendre cette dette soutenable. À mon avis, plus la répression financière, ça fait déjà des années que je dis ça. Et du coup, on arrive au moment où
au lieu de jouer à Warren Buffett, il vaut mieux détenir de l'or et si possible de l'or du 21e siècle, c'est-à-dire Bitcoin. Tout simplement parce que IA ou pas IA, si tu dois avoir un réajustement par une baisse très très forte des actifs par rapport au prix des biens réels, tu vas, entre guillemets, avoir énormément de mal à arriver à organiser tout ce secteur de production parce qu'il va être sevré de capital. Parce que d'abord, il va falloir purger les excès. Et donc aujourd'hui, on a énormément de venture capitalist money qui va s'investir dans l'IA, etc. On ne sait pas tellement si elle a un product market fit pour l'instant, parce que pour l'instant, en fait, on donne du compute gratuit à plein de gens, avec des limites assez tenues. C'est sûr qu'il va en rester quelque chose, mais ça peut aussi prendre 5 ans avant d'advenir, parce que d'abord, il faut un bear market fantastique pour pouvoir justement réajuster des prix à des niveaux où les gens vont vouloir réinvestir pour qu'on puisse construire quelque part les industries autour de l'IA, l'usage de l'IA, les infrastructures qui vont pouvoir de la faire fonctionner, les sources énergétiques qui vont pouvoir de la faire fonctionner à des prix soutenables, etc., etc. Donc c'est pour ça que je suis un peu mitigé. Je pense que ça va aider, mais plus en fin de résolution du problème. D'accord, ok. Ouais, il faut ce que tu disais, c'était très intéressant sur le fait qu'on va avoir des gains de productivité d'une certaine manière avec l'IA, mais que d'un côté, l'État va vouloir mettre sous perfusion des industries qui ne marchent plus. Par exemple, je sais pas, je te prends un truc à la con, les taxis vont être automatisés et ils vont subventionner les taxis humains pour garder la paix sociale. Et en fait, on retombe toujours sur le même schéma où on se rend compte qu'en fait, moins l'État interagit dans l'économie, mieux ce serait. Et c'est un petit peu à chaque fois la conclusion qu'on peut avoir. Ouais, mais toi, ce que disait Théo, et ce qui est très vrai, c'est qu'en effet, l'État va sauver justement les mauvais acteurs économiques qui devraient disparaître, mais qui ne disparaissent pas. Et ça, c'est ce qu'on voit, mais ce qu'on ne voit pas, c'est justement tout le capital, hein, le capital humain, le travail, tous les biens en fait qui sont immobilisés justement dans des utilisations qui ne sont pas du tout productives. Donc là, tu parlais justement des taxis humains qu'on va maintenir en vie alors qu'il y a l'offre justement automatisée qui va arriver. Et toi, en France, moi, il y a un exemple que je prends assez souvent qui est assez vrai, c'est justement les librairies, par exemple. Avec l'arrivée d'Amazon, avec l'arrivée justement du commerce en ligne, on a tout fait pour maintenir en vie, par exemple, des libraires qui, sans l'intervention de l'État, donc sans l'intervention du médiateur du livre, sans l'intervention du prix unique du livre, sans les aides, etc., X et Y. Je pense qu'il y a eu des politiques pour mettre les libraires physiques sous. Bah oui, pour les bien aider. sûr. Ouais. Mais toi, il y a une loi qui est sortie il y a quoi, un an et demi. C'est avant, toi, Amazon faisait la livraison gratuite sur un certain nombre de livres. Maintenant, si tu essaies de commander des livres sur Amazon, bah du coup, la livraison est automatiquement payante. Et ça, c'est justement une loi française pour justement essayer de mettre à mal la concurrence déloyale justement d'Amazon. Mais toi, voilà, donc concrètement, ils vont mettre des freins aux acteurs qui performent bien sur le marché, tout à fait, pour soutenir les acteurs qui performent, pour maintenir en vie ceux qui performent mal, quoi. Et toi, par exemple, j'ai rien contre les libraires, mais toi, mais quand tu extrapoles ça à tous les secteurs de l'économie, comme disait Théo, en fait, t'as un frein, mais c'est comme s'ils appuyaient à fond sur le frein du progrès, quoi. C'est en ralenti le progrès, en immobilisant le temps humain, en immobilisant le facteur travail, les biens d'équipement, etc., dans des utilisations qui ne sont pas productives, parce que justement, on veut acheter la paix sociale, on veut acheter un électorat, etc., quoi. Après, j'ai aussi une opinion moi, sur les LLM, parce que je n'ai pas trop le mot de mais c'est que la plupart des gens sont persuadés que ça va augmenter la productivité de la plupart de l'économie, ou au moins de la plupart de l'économie en col blanc. Mon opinion, c'est que ça va faire exploser exponentiellement la productivité d'une toute petite partie de ces gens-là, qui sont en général les gens déjà les plus productifs, les plus talentueux, et qui sont ceux qui sont capables de formuler un but conscient tout en comprenant suffisamment bien les différents tenants et aboutissants pour être capable de juger la qualité du prompt qui a été effectué en retour, de comprendre, par exemple, vraiment comment tirer la productivité de ces trucs-là. Un bon exemple, tu vois, par exemple, que GG comprendra chez Bull, tu regardes Francis, il sort plus de son laboratoire depuis qu'il a ça. Maintenant, je pense que pour ces gens-là, et ça se voit, ça va leur permettre de remplacer des équipes de développeurs, etc., de gagner énormément de temps, et donc ça va générer des gains en productivité gigantesques. Mais en fait, finalement, pour beaucoup de gens, je ne suis pas sûr que ça va changer grand-chose,
parce qu'en fait, ils ont, comment dire, Ils ne comprennent pas, ouais, enfin, oui, je vois. c'est pas qu'ils Mais comprennent pas, c'est qu'en fait, je vais te donner un exemple tout concret, tout bête. Moi, j'ai par exemple, très souvent, quand tu as un problème à résoudre et que tu veux utiliser un LLM pour ça, ce qu'il faut faire, c'est lui dire code-moi un truc pour résoudre ce problème et pas lui dire résous-moi ce problème. Donc, tu veux lui faire de l'analyse de données, un graphique, un truc, un machin. Vaut mieux lui dire les données, fais-moi un algorithme de scrapping pour aller les chercher là, structure-moi une base, écris-moi un code en Python, machin, et puis t'itères. Et pour ça, tu n'as pas besoin d'être développeur nécessairement, mais tu as besoin de comprendre un peu les maths, de comprendre un peu ces technologies, de comprendre un peu comment on fait de l'analyse de données, etc. Et surtout, d'être capable d'avoir ce mindset de dire, OK, problème que je vais découper en tâches que je suis capable d'expliquer de manière très détaillée et, on va dire, objective, enfin compréhensible. Alors que la plupart des gens, leur réflexe, c'est je veux savoir ça, je veux résoudre ça, je veux faire ça. Et c'est une manière de faire qui est très différente. Après, ça peut s'apprendre aussi, hein, mais... Ouais, tout à fait. En fait, ça revient un peu à la vision de l'entrepreneur qu'ont les économistes autrichiens, en fait. C'est la personne qui va mieux comprendre l'information, mieux comprendre la connaissance que les autres acteurs économiques, pas forcément. C'est parce que tout le monde va avoir la même connaissance. On peut avoir la même connaissance disponible pour deux acteurs économiques différents. Par contre, on va pas avoir la même compréhension de la connaissance et on va pas avoir la même compréhension de comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour justement faire autre chose. Et je pense que l'IA, tu peux la lire comme ça. Les 20% les plus productifs de la société, ceux qui comprennent comment un peu le monde marche, c'est-à-dire comment A plus B peut aller vers C, l'IA, comme tu dis, ça a un effet multiplicateur hallucinant sur leur productivité parce que ça va justement leur faire gagner du temps, etc. Mais tout le monde n'a pas cette compréhension de comment, pour résoudre le problème, tu dois justement additionner des étapes intermédiaires. Et ça, c'est un peu le propre des... Bah ouais, comme un économiste autrichien pourra te dire, c'est un peu le propre de l'entrepreneur. C'est lui qui justement crée l'information, a à disposition l'information, mais qui, avec cette information, sait qu'il peut faire telle chose. Donc c'est un peu... toi, ces personnes-là, tu vois, c'est toujours les plus productifs qui vont... c'est le nombre de Pareto, quoi. C'est les 20% les plus productifs créent 80% de la richesse, hein. Et justement, ces individus surproductifs, hein, eux, l'IA, c'est assez génial et ça va rejaillir de manière bénéfique sur tout le monde, ça c'est clair. Et ça se voit déjà pour ce que disait Théo, parce que il y a un mec qui a analysé les offres d'emploi aux États-Unis, les seniors devs par rapport aux juniors devs entre 2024, 2023 et 2025, ça s'est complètement effondré chez les juniors devs. Et en fait, ils veulent juste recruter des seniors devs qui vont, en fait, avec des LLM, faire le travail de 2-3 juniors devs qu'ils auraient sinon délégués à des humains, quoi. Ouais. D'ailleurs, je regardais une vidéo justement de mecs comme ça, des développeurs qui parlaient un peu de l'IA. Ils disaient en fait que les développeurs qui restent maintenant dans les boîtes ne sont pas forcément des bons développeurs, ce sont juste ceux qui arrivent à résoudre les problèmes, toi. Et c'est assez intéressant et ça rejoint un peu ce que Théo disait tout à l'heure, quoi. Après, moi, je me rends compte directement parce que c'est exactement la position dans laquelle je suis. C'est-à-dire que quelque part, je sais lui dire quoi faire et je connais suffisamment en informatique, en maths, en machin, dans différents domaines pour avoir cette capacité, on va dire, à rédiger le prompt. Mais je ne suis pas développeur, je ne suis pas codé. Donc, effectivement, moi, je le vois directement, en fait, à quel point ça me permet de gagner énormément de temps dans certaines tâches ou même dans la création de produits où chez Boule, on aurait dû embaucher des gens, etc. Alors que là, on peut juste vibe code un truc en 1 ou 2 journées. Et je pense que c'est plus 1% que 20% des gens par rapport à ce que tu disais. Et il y a également une autre manière de le voir. Je ne sais pas si tu connais cet article de Marc Andreessen, bon, avant que ça devienne en Chine, qui s'appelle Software is Eating the World, qui pour moi est probablement un des meilleurs articles de la décennie, où en fait, il explique, c'est un PDF, vous pouvez le trouver en ligne, il est super intéressant à lire. En 2011, il explique que, en gros, le software, c'est la capacité d'exécuter automatiquement des tâches complexes à la suite. Et donc, ça drive vers zéro le coût marginal de la fourniture de plein de services. Et en fait, les LLM, nous, on le voit comme l'IA parce que c'est un peu une boîte noire et qu'on a l'impression que c'est magique. Mais fondamentalement, c'est du software qui s'écrit du software. C'est essentiellement ça que ça fait. Même quand ça génère une image, en gros, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est qu'il est capable de créer, en gros, genre, toutes les fonctions qui vont permettre de vectoriser ton truc, de mettre les pixels au bon endroit, etc. etc. Et donc, c'est une sorte de prolongation de la révolution qui était déjà amorcée avec le software. C'est pour ça que je prenais déjà cette période pour parler de l'augmentation des gains de productivité, où finalement,
on avait déjà le software qui nous permet de diminuer le coût marginal de certaines tâches de manière drastique. Mais là, la capacité à créer du software lui-même qui a déjà cet effet est en train de s'accélérer encore plus. D'accord, ouais, c'est super intéressant ça, carrément. Ouais, bah, en tout cas, le taximan qui conduit son taxi, lui, il va perdre son taf, quoi qu'il arrive, sur je ne sais pas quel time frame. Mais il en Donc ça va trouve quand un autre, même impacter les humains moyens, quoi. Ok, messieurs, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Je rappelle pour les gens qui nous écoutent qu'on a déjà fait, c'est le 4e live qu'on fait avec Ulrich. On avait fait déjà un live sur l'histoire oubliée des penseurs libéraux français. On avait fait un live sur la République de Weimar et les raisons de la chute de l'Empire romain. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre chaîne YouTube et sur Spotify, Fontaine, Apple Podcast, les anciens épisodes. Bull Bitcoin est toujours actif. N'hésitez pas à télécharger la wallet sur Android et à utiliser notre plateforme pour stacker BTC, vendre BTC ou payer n'importe qui en Europe, au Mexique, au Costa Rica, en Argentine et au Canada avec Bitcoin, Lightning, Liquid ou On-Chain. En quelques secondes, en quelques minutes. On vous tiendra au courant très rapidement pour la suite de ce live qu'on programmera sûrement dans les 2 semaines à venir. Merci les gars, bonne soirée. Merci. Ciao, bonne soirée.